Bon, parfait. Alors, bienvenue au monde de la course pour ce troisième podcast. Cette fois-ci, on reçoit Patrice Labonté. Alors, bienvenue au podcast. Ben, merci de m'accueillir, puis merci d'être venu courir avec moi ce matin. Plaisir pour moi. C'est ça, là, on revient d'un petit jog matinal, un petit 1h55 pour toi, un petit 90 minutes pour moi. Et on a mangé des bonnes céréales, des pleins de raisins. C'était délicieux, des faux Raisin Bran. C'était un délice. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu nous guides un peu, tu expliques à nos auditeurs un peu ça a été quoi ton parcours, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à la course tout d'abord. Puis, tiens, tu peux juste te tasser un peu pour être comme ça, parler directement. C'est sûr que initialement, quand j'ai commencé la course à pied, l'objectif c'était pas un objectif de performance. Donc c'était pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Quand j'ai commencé, c'était vraiment pour perdre du poids. Donc quand j'ai commencé à 14 ans, c'est sûr, j'avais toujours eu une enfance qui était active. Je jouais au soccer, j'avais fait du hockey, mais j'avais un surplus de poids. Puis le moment déclencheur, c'est au moment où, en troisième année du secondaire, j'ai été choisi dernier au ballon chasseur dans un cours d'éducation physique. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de simplement commencer à m'entraîner pour plus que ça se reproduise. C'était un peu comme le moment où on a envie d'avoir de l'honneur puis de plaire parce qu'on est dans l'adolescence. Puis j'ai commencé à m'entraîner en faisant mes propres programmes d'entraînement, en prenant le livre dans Forme et en santé qu'on avait dans notre cours d'éducation physique, puis à faire mon programme. Puis j'ai commencé à courir à tous les jours, puis à faire de la musculation 3 fois par semaine. Pendant peut-être 2 ans où je me suis amélioré tranquillement. Puis on avait un défi santé à l'école à chaque année dans lequel on pouvait voir, si on veut, de façon obligatoire, c'était quoi notre niveau de forme. Puis c'était coté, je finissais toujours à peu près dans les 300e dans les premières années de mon secondaire. Puis en 4e année du secondaire, j'ai terminé 107e. Puis en 5e année du secondaire, j'ai terminé dans les 9 premiers. J'ai terminé 9e. Donc, au final, mon entraîneur, qui est encore mon entraîneur d'aujourd'hui, a appelé à l'école pour appeler chez moi par après. Puis, m'a contacté pour me demander si je voulais faire partie de l'équipe d'athlétisme. Puis c'est là que j'ai commencé, en fait, à faire de l'athlétisme. Puis, dès le début, j'ai commencé à faire des haies parce qu'on avait un entraîneur à l'école qui s'appelait Dal Taillon puis qui avait fait les Olympiques en haies. Oui. Puis, c'est là que j'ai commencé, en fait, déjà à intégrer les passages techniques. Puis c'est pour ça, finalement, je me suis dirigé tranquillement vers le steeple dans mes premières années. Puis ouais, ça a été la piqûre, puis j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, au début c'était pour perdre du poids, dans le fond, ta motivation première. Ouais, exact. Donc, quand j'ai commencé à faire de la course à pied, c'est sûr que l'objectif, c'était juste d'être en forme et de me sentir bien dans ma peau. Oui. Puis, peu à peu, j'ai commencé à réaliser que finalement, j'avais du potentiel. Je commençais à faire du 3000 mètres puis du 1500 mètres. Puis c'est là que ça a pris vraiment une importance qui était plus grande dans ma vie. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement avec 2 séances de piste par semaine, avec de la musculation qui était organisée. Puis, finalement, en ayant un programme que je faisais pas juste chez moi, toujours la même chose. Ouais. Au début, quand j'ai commencé, je faisais 30 minutes par jour à tous les jours. Puis finalement, j'ai commencé à avoir des sorties un peu plus longues, avoir des sorties des fois 2 fois par jour, avoir des entraînements de piste. Puis par après, là, j'ai intégré le Club des vainqueurs à l'âge de 18 ans. Puis là, ça fait déjà 7-8 ans que je suis dans les vainqueurs, puis ça va bien. Donc j'ai commencé à faire des compétitions vraiment sur steeplechase dans ces années-là. Puis après, j'ai progressé sur 5000 mètres, 10 000 mètres, puis on a toujours élargi le spectre de plus en plus en gardant le cross-country à chaque année. Puis j'ai commencé mon premier marathon cette année au Marathon de Montréal, puis ça s'est bien passé. OK. Je pense qu'on va le faire, on va l'enfermer. Donc pour les éditeurs, François-Jarry a un chat qui est un bon chat, mais qui est plutôt excité. Donc, il va aller le ranger parce qu'il faisait plutôt beaucoup de dérangements. Mais sinon, tout est sous contrôle. La situation est sous contrôle, mesdames et messieurs. Parfait. Super. Donc, mais là, je vais commencer avec une des questions de nos auditeurs qui est revenue le plus souvent. C'était par rapport un peu à comment tu fais pour avoir une profession d'avocat, puis que c'est très, très demandant. Donc, on dit, une des questions, ça venait d'Anthony Franchini.
Je vais traduire ce qu'il dit, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir une job très demandante avec puis en même temps d'avoir un très gros niveau de performance. Puis c'est similaire à la question aussi qu'on a de Simon Binette. Comment concilier un emploi chez Davies, qui est ton cabinet d'avocat, avec tes entraînements de course? Ben, en fait, dans ma conception, c'est un peu l'inverse. J'ai de la difficulté à concevoir comment je pourrais faire autrement que de travailler chez Davies puis courir en même temps. Dans le sens que ça me permet d'avoir un équilibre qui est autant psychologique que physique, puis de finalement garder le cap, peu importe c'est quoi la difficulté des dossiers que j'ai ou le stress qui peut m'être imposé. Puis à la fin de mes journées, ça me permet toujours de me recentrer, de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, de pouvoir avoir de la perspective sur mon travail aussi, de réfléchir à mes dossiers, puis d'avoir un moment pour, si on veut, m'isoler, puis pouvoir vraiment penser aux enjeux. Puis pour les auditeurs, dans le fond, c'est peut-être bien de faire en fait des précisions sur qu'est-ce que je fais exactement, puis c'est quoi la nature de mon travail pour comprendre un peu où ça se situe. C'est qu'en fait, je travaille dans un cabinet en droit des affaires, puis je fais de la défense en crime pénal économique. Essentiellement, c'est des enjeux qui valent souvent beaucoup d'argent, puis qui mettent en cause la liberté et la sécurité de personnes. Puis au final, des fois, c'est ma propre sécurité aussi dans les enquêtes que je fais qui peut être mis en danger. Puis tu sais, François, tu l'as déjà vu quand on était en compétition ensemble à Portland. J'avais dû travailler, je me souviens, une journée jusqu'à 3h du matin. Ouais, on est dans l'hôtel. Puis là, c'est quand tu te couches. Puis là, il faut que je finisse ça. Il faut que je la finisse là. Puis c'est rough, là. Exact. Fait il y a souvent des enjeux qui sont extrêmement urgents puis qui peuvent pas attendre. Donc, ça fait en sorte que en termes de responsabilité qu'on a sur les épaules puis d'enjeux, ça peut être très, très élevé. Mais c'est très lourd, là. Tu traînes ça avec toi. Tout le long, tu dois focusser sur ta compétition le jour. Puis là, tout de suite après, tu sais, le soir, je vais devoir travailler jusqu'à minuit, jusqu'à 3h du mat sur cette affaire-là. Puis c'est sûr que, tu sais, ma pratique est encore jeune. C'est encore dans ma première année comme avocat. Ouais. Ça fait 3 ans que je travaille dans mon cabinet, mais c'est ma première année où j'ai été assermenté. Puis, tu sais, je pense que c'est un apprentissage continu. Je te dirais que c'est pas parfait encore. Puis, comme tu l'as vu, tu sais, ça peut avoir des enjeux qui sont difficiles à gérer puis à concilier. Mais au final, pour revenir à ce que je disais initialement, c'est que je vois pas autrement comment je pourrais le faire. Tu sais, la course à pied, ça me permet, selon moi, d'être plus performant dans mon travail. Puis mon travail me permet d'être aussi plus performant dans la course à pied parce que ça me donne un équilibre. Je pense que si je faisais juste la course à pied ou juste mon travail, ce serait pas pareil. Mais tu penses vraiment que c'est mieux d'avoir... Moi j'ai de la misère avec ça, de dire... Parce que tu transportes tellement de stress, tu transportes tellement... Psychologiquement, t'es fatigué là, quand t'arrives chez toi le soir ou puis là, tu dois faire un entraînement. Comme moi dans ma tête, là, comme quand je fais... Moi, je le sentais quand, je travaillais au camp de jour, puis là, j'arrive chez... Genre, il est 5h, puis là, faut que je fasse un workout, j'avais aucune énergie. Toi, tu trouves... Tu penses que ça serait plus difficile si t'avais pas comme de quoi qui t'occupe ou... En même temps, tu sais, j'ai toujours été vraiment passionné par mon travail. Je suis passionné par ce que je fais tous les jours, puis c'est un facteur de motivation aussi. Donc, tu sais, c'est... Dans ma perspective, ça me donne, si on veut, la drive que j'ai aussi dans l'athlétisme. Ça me donne envie de courir, ça me donne envie de me donner à 100%. Puis toutes les valeurs que j'ai apprises au fil des années avec l'entraînement, que ce soit la force de caractère, que ce soit la ponctualité, que ce soit l'engagement, tout ça, je peux le réussir à le transposer dans mon travail, puis vice-versa. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, je trouve que mon travail nourrit mon athlétisme nourrit mon travail, puis dans la perspective et les valeurs que je développe. Puis c'est sûr, tu sais, comme je le répète encore, c'est pas facile. Puis oui, il y a des enjeux où on est fatigué, puis il y a des jours où c'est vraiment dur. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que ça me donne de l'énergie aussi. Que quand je réussis à faire un bon dossier, que je réussis finalement à livrer des bons services, j'ai l'impression que je suis satisfait. Puis tu sais, ça augmente mon niveau de bonheur général, puis ça fait en sorte que finalement, j'aime mon athlétisme aussi. Tu sais. Donc, je pense que c'est un équilibre qui est jamais en équilibre. Tu sais, c'est en constante évolution, mais que je trouve que finalement ça me donne un équilibre aussi, tu sais, dans le sens que si je faisais juste l'athlétisme, forcément ce serait très chargé au niveau physique, mais je pense qu'il me manquerait un aspect psychologique qui me motive puis qui finalement me challenge, tandis que si je faisais juste du droit, j'ai l'impression qu'il me manquerait toute la partie physique, si on veut, dans ma journée que j'aime aussi pour pouvoir me libérer puis pouvoir laisser aller mon stress. Ouais. Mais oui, c'est sûr, ça je le comprends sur l'aspect comme que la course aide, que la course aide à ton travail parce que ça te permet de faire le vide, comme on jasait de ça, c'est comme de la méditation pour nous,
tu cours, tu vas sur le Mont-Royal, tu penses à rien, t'évacues un peu, tu peux penser à des choses, mais comme t'évacues ta journée. Ça, je vois comment ça m'aide, mais souvent, je trouve justement que la job, comme, tu sais, là, quand je pense à ça, tu sais, je suis dans un entraînement, mettons, je fais un 25 à pace de demi-marathon, puis là, j'essaie de focusser sur ça, mais là, je suis comme, là, je vais avoir un travail que j'ai à remettre, ou, tu sais, toi, j'ai un dossier à remettre dans quelques jours, tu sais, toi, tu réussis à faire le vide pendant ton entraînement, comme tu focuses juste sur l'entraînement, tu penses pas du tout à ça, comme qui te trotte derrière? Il y a toujours comme deux zones dans laquelle, puis on dirait que je choisis jamais laquelle dans laquelle je veux être, mais des fois, c'est le vide complet. Puis on dirait que la course, ça me permet de méditer, puis on en parlait un peu ce matin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de meilleur moment pour méditer que quand tu cours finalement, puis t'es libre. Puis tu fais un effort physique, puis au final, tout se vide au complet, puis tu te sens sans contrainte, puis sans aucune pensée, puis tu fais juste un 30 minutes de jog sans aucune réflexion. Puis là, c'est le moment où je me vide la tête, puis où je réfléchis pas à mon travail. Mais il y a d'autres moments où, effectivement, dans des passes qui sont plus stressantes, on dirait que pendant ma course à pied, c'est juste un catalyseur de réflexion. T'sais, par exemple, si je pars courir 30 minutes ou 1 heure, je vais avoir le temps de penser tellement à mon dossier, puis de penser tellement à qu'est-ce que je vais faire comme prochaine étape, que la première chose que je fais en arrivant chez moi après avoir couru, c'est que je prends mon cellulaire, puis je dicte à mon assistante tout ce qui me passe par la tête, puis tout ce que j'ai réfléchi pendant 1 heure. Puis on dirait que j'ai juste hâte de revenir chez moi pour pouvoir, tout livrer, si on veut, ce à quoi j'ai réfléchi. Fait que je trouve que c'est un bel équilibre, franchement. Dans le sens que si j'avais un travail qui était moins exigeant, je pense que j'aurais pas autant de plaisir à aller chercher le même niveau de performance, si on veut, que je recherche dans la course à pied, dans mon travail. Parce que c'est vraiment un peu la même chose. On dirait que j'ai la même adrénaline qui kick quand je m'en vais à la cour. J'ai la même adrénaline qui kick quand je fais une enquête que quand je suis dans une compétition en athlétisme. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est interrelié et que c'est la même chose, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est proche l'un de l'autre. Mais tu penses pas vraiment qu'un empiète sur l'autre, tu penses que c'est plus une symbiose un peu? Moi, je pense que c'est une symbiose qui va s'améliorer au fil du temps. Déjà, quand j'ai commencé à travailler chez Davies comme étudiant, je le gérais vraiment moins bien que maintenant. Souvent, ça m'arrivait que je devais faire, je devais finir de travailler très très tard ou je n'étais pas assez efficace en fait dans mon travail pour réussir à conjuguer ça avec un entraînement qui était équilibré. Puis comme stagiaire aussi, j'ai fait des apprentissages, puis comme avocat, je deviens de meilleur si on veut dans mon travail, mais aussi dans la gestion de travail-entraînement. Puis un truc qui m'a beaucoup aidé à réussir à intégrer finalement, c'est de faire du commute, donc de me déplacer à partir de chez moi jusqu'au travail. Puis tu sais, auparavant, j'habitais juste à côté de mon travail, puis justement, j'y allais à pied, donc ça me permettait pas, je me disais que j'allais sauver du temps d'être proche de mon travail, mais finalement, ça me sauvait pas du temps parce que je devais m'entraîner, après ça je retournais chez moi, là, je prenais ma douche chez moi, je déjeunais chez moi, puis après ça j'allais au travail, tandis que maintenant je fais tout d'un coup, tu sais, je me lève le matin, puis la première chose que je fais, je m'habille, je quitte directement, puis une fois que j'arrive au travail, après avoir fait ma course pour mon transport, puis en ayant fait des détours pour faire plus de kilométrage, j'arrive puis je déjeune directement à mon travail en prenant ma douche là-bas, puis j'ai mes complets qui m'attendent là-bas, donc faire le commute, non seulement ça me permet de bien partir la journée puis de me recentrer, mais en même temps, puis de finir ma journée à la fin le soir, mais ça me permet aussi de juste sentir qu'il y a un équilibre entre les deux, puis finalement ça part bien ma journée. Mais c'est clair si quand tu as un emploi qui est demandant comme ça, il faut que tu trouves des endroits pour aller chercher du temps. Puis, tu peux pas te permettre d'aller courir le matin, là, revenir, prendre ta douche, puis là, après ça te rendre. Il faut que tu fusionnes tout ça ensemble, puis là ça devient efficace, puis c'est le fun, puis en même temps peut-être ça t'aide à la job, là t'es réveillé quand t'arrives à la job. Puis... Moi je sens pas que j'ai besoin d'un café le matin. C'est un café naturel. Exact. Ok. Mais c'est ça, j'ai l'impression, c'est de plus en plus on voit ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus un phénomène, le run commute, parce que t'as de plus en plus d'athlètes qui veulent se consacrer à leur sport, qui veulent mettre du temps, mais qui savent pas où aller chercher. Puis ça, c'est une façon d'aller chercher. C'est ça qui est beau aussi avec la course à pied, c'est que selon moi, c'est un des sports les plus simples, dans le sens que non seulement c'est flexible parce qu'on peut le faire n'importe où, mais c'est flexible en termes d'équipement et d'infrastructure aussi. Tu sais, par exemple, quand je pars en voyage pour mon travail, puis je suis à l'étranger, j'ai pas besoin de trouver une patinoire pour aller faire du patin, ou j'ai pas besoin de trouver un cyclodrome. Tu sais, moi, j'ai juste besoin d'avoir ma paire de souliers
je peux transporter vraiment facilement puis partir n'importe où pour réussir à m'entraîner. Fait que, à moins qu'il y ait des enjeux de sécurité majeurs dans un pays, je peux toujours courir puis il n'y a pas de problème. Puis même là, tu sais, je peux aller dans un gym de l'hôtel puis je peux finalement continuer. Donc, c'est vraiment la beauté de la course à pied, c'est que c'est probablement un des sports les plus flexibles à pratiquer. Non, c'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est ça qui fait le sport beau. C'est simple, puis t'as pas besoin de... Tu sais, t'as besoin de rien. T'as besoin d'une paire de souliers. Puis même là, il y a du monde qui court nu-pied. Ouais. Tu sais, fait que puis ça permet à le plus grand bassin de population au monde de pratiquer ce sport-là. Fait que comme ça, quand tu dis t'es champion du monde de course, mais c'est le Eliud Kipchoge, là, c'est pas... c'est un autre accomplissement en soi parce qu'il fait face à tous les gens qui ont 2 jambes. C'est ça, moi je trouve que c'est une des beautés de la course vraiment. Oui. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai été m'entraîner au Kenya l'été dernier pendant 1 mois et demi. Puis après les Jeux de la francophonie en août 2017. Puis dans le fond, ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point les jeunes intègrent déjà naturellement le commute, dans le sens que pour se rendre à l'école ou pour se rendre au centre-ville, si on veut, du village, entre guillemets, ils vont généralement en courant, puis ça fait en sorte que forcément, ils accumulent un certain millage pendant des années de leur vie, puis après, quand ils commencent sérieusement à faire de l'athlétisme, s'ils en font, ben, ils ont déjà tellement d'expérience, puis ils ont toujours gardé leur mécanique de course naturelle de leur jeunesse. Mais au final, c'est juste de réaliser qu'il y a dans beaucoup de pays dans le monde où ils font du commute, théoriquement, mais que c'est pas sur Strava, mais c'est quand même la réalité. Puis qu'ici, finalement, ben il faudrait qu'on l'intègre plus dans nos habitudes de vie. Puis aussitôt qu'on l'intègre, on se rend compte que c'est tellement naturel puis que c'est tellement agréable de juste combiner son transport avec son mode de déplacement, son transport avec son mode d'entraînement, puis c'est parfait, quoi. Non, sérieusement, tu passes d'être dans l'auto, dans le trafic le matin, frustré, ou d'être dans le bus, frustré parce que t'es pogné, parce qu'il y a des problèmes de neige ou de quoi, à, tu sais, tu cours, là, il n'y a rien qui va te bloquer, là, il y a de quoi, la rue est bloquée, ok, ben je vais passer par un sentier ou quoi, tu sais. Puis en plus, je pense qu'on est chanceux à Montréal parce que, oui, tu sais, c'est sûr, la ville n'est pas parfaite comme n'importe quelle ville, mais je veux dire, la densité de trafic n'est pas si élevée que ça. On a quand même des beaux espaces verts. On parlait ce matin du Mont-Royal, du parc Frédéric-Bach, du canal de la Chine. Tu sais, il y en a tellement à Montréal qu'on peut finalement toujours réussir à trouver un endroit un peu n'importe où on est, mais de pouvoir se déplacer en courant, c'est pas un enjeu qui est risqué par rapport au trafic automobile. Fait que je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment positif avec notre ville. Non, je trouve on est tellement chanceux, comme j'étais allé à New York une couple de fois, puis c'est l'enfer là-bas. À part Central Park, c'est le seul endroit où courir, mais les intersections, c'est chaotique, il y a tellement d'autos, puis je détestais ça. Montréal, tu peux t'en sortir un peu quand tu dois te rendre à un parc ou de quoi, c'est pas si pire. Puis là, on a le Mont-Royal, ça, qu'on a couru, on a beau 90 minutes à matin, ça a passé comme ça d'un coup. On est très gâtés, même s'il y a son lot de difficultés avec l'hiver quand c'est glacé et tout ça. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là que on est très chanceux. Puis aussi, peu importe, c'est où à Montréal, mettons, je pense dans l'Est, le parc de la Pointe-aux-Trembles, ou plus dans le Nord, il y a l'accès aussi à la rivière des Prairies, sur le bord de l'eau. Donc, vraiment, dans toutes les zones de Montréal, j'ai l'impression qu'il y a des parcs qui sont accessibles. Puis c'est pas comme ça dans toutes les villes. Puis on se rend pas compte parfois de toute la chance qu'on a. Mais c'est sûr que la ville s'améliore de plus en plus avec plus de pistes cyclables. Puis réduit aussi la vitesse des automobiles dans plusieurs des arrondissements. Mais forcément, moi, je suis vraiment heureux d'être dans la ville dans laquelle on est pour pouvoir pratiquer la course à pied. Oui. Non, moi aussi, je peux dire, souvent on me demande « Ah, mais là, c'est pas dur, Montréal avec l'hiver. » Je dis « Oui, ça a son lot de difficulté, mais c'est ça que tu compares à... Je ne me déplacerais pas pour rien au monde, ben, à part si on me payait pour courir, là, peut-être là, je me déplacerais. Mais, tu sais, genre, je m'en vais à quelque part, j'aime bien, je vois, je découvre un peu, mais je reviens à Montréal, c'est mon Mont-Royal à moi, tu sais. On a nos spots à courir. Puis aussi, il y a une communauté de la course à pied, j'ai l'impression, qui se développe de plus en plus d'année en année. Par exemple, le dimanche matin, ce matin, on voyait une rangée de coureurs qui prenaient d'assaut le Mont-Royal. C'est une communauté qui se bâtit de plus en plus. Puis je pense que le monde de la course à pied en fait partie, mais des initiatives citoyennes qui font en sorte que finalement, on promouvoit la course à pied, c'est juste
tellement beau, puis je trouve que ça crée une belle communauté, puis j'aime ça, finalement, courir, puis saluer un coureur que j'ai jamais rencontré, mais que je salue, puis qui me retourne le salut. Tu sais, je trouve qu'il y a juste une espèce de solidarité dans le mouvement, puis je trouve que c'est agréable aussi. Puis je trouve que c'est comme un mouvement naturel, c'est juste le monde. Tu sais, je sens que ces initiatives-là existent parce qu'il y a une demande pour. Parce que le monde, de plus en plus, ça devient le sport le plus grandissant parce que tu peux le faire facilement en ville. Comme on disait, c'est facile d'accès. Tu as besoin d'une paire de souliers. Puis à Montréal, on a quand même les endroits pour faire ça. Donc, on est bien choyé. Je vais aller avec une autre question de cette fois-ci de Ludovic Martin. Donc là, ça porte un peu sur le marathon de Montréal. Donc ça, c'était ton premier marathon? Oui, c'est mon premier marathon. Premier marathon, quand même un 2,25 et 29 secondes. 29. Ouais. C'est quand même... T'étais-tu satisfait d'abord? Ouais, je trouve que c'était un bon départ. C'est certain que je suis comme toi, on veut toujours avoir des meilleurs objectifs et on veut toujours faire mieux. Ouais. Mais en même temps, je sais que ce marathon-là, on l'avait pas préparé particulièrement longtemps d'avance. On l'avait préparé 1 mois et demi avant. 1 mois et demi? Oui. Ok, ouais. Puis, au final, c'était un test. Dans le sens que on s'est toujours rendu compte que sur demi-marathon, j'avais un bon potentiel sur des longues distances. Puis on voulait voir comment j'allais réagir sur marathon, aller chercher de l'expérience. Mais ça, t'avais fait une 6,50 exact. À New York. C'est du potentiel, ça. Je me suis dit, tu sais, pourquoi pas essayer sur marathon? Peut-être que je vais mieux réagir que je le pense. Mais je pense que le léger manque de kilométrage, finalement, c'est quand même fait ressentir parce qu'à partir de 32-33 km, là, j'ai vraiment frappé un mur vraiment musculaire. Là. En tant que tel, au niveau cardio-respiratoire, ça allait numéro 1, aucune difficulté. Mais vraiment, là, au niveau musculaire, on dirait que j'avais tout simplement plus de vitesse, plus de réactivité dans mes jambes. On dirait que j'essayais de garder le rythme, mais que j'étais pas capable de garder la vitesse puis de garder la même force musculaire. Puis descendre la Côte-Berry au 38e ou 39e kilomètre a tellement été une épreuve beaucoup plus difficile que monter la Côte-Berry au 23e ou 24e. Ah ouais, t'es vide. Finalement, je me suis rendu compte que le marathon, ça se prépare très, très longtemps d'avance. Puis que pour le prochain, puis on va être sur... tu vas en faire un d'ici là, mais on va aussi se retrouver au marathon de Toronto en octobre 2019. Ouais. Mais bref, pour le prochain, on va vraiment mieux se préparer. Puis j'ai confiance qu'on peut réussir à baisser le chrono en ayant une préparation plus longtemps d'avance. Puis aussi, finalement, en ayant une année de plus d'entraînement dans le corps, là, c'est clair. Mais c'est ça, un mois et demi, tu dis, là, où... comment ça? C'est comment que c'est... Pourquoi t'as eu cette décision, dans le fond? On savait plus longtemps, avant 1 mois et demi, qu'on voulait faire le marathon de Montréal. Mais dans le fond, comme tu le sais, je fais beaucoup de pistes l'été. Mais parce que j'essaie de faire le steeple, qui est vraiment une distance plus courte, c'est 3000 mètres. Puis c'est comme, avant, c'était reconnu, c'était ton trademark. Le steeple, c'est là que t'es allé chercher des grosses performances, puis que tu focuses là-dessus. Puis je veux continuer à en faire, en fait, puis essayer de me concentrer là-dessus, mais... faire une transition, comme par exemple l'été prochain, on va essayer de faire une bonne performance sur steeple en avril ou mai. Puis après, on va commencer directement la transition vers le marathon en juin. Donc là, on va juste réorienter, si on veut, notre calendrier annuel pour réussir à être capable d'être prêt en automne pour pouvoir faire des plus longues distances, même si on fait des plus courtes distances plus tôt dans la saison. Puis comment on a finalement fait cette transition-là, c'est que directement après le marathon de Montréal, cette année, j'ai pris mon congé annuel, plutôt que de le prendre à la fin décembre, début janvier, comme les années précédentes. Fait que finalement, ça nous donne comme 2 mois d'avance sur notre calendrier. Puis ouais, tu sais, je crois qu'il y a du potentiel à long terme sur le marathon. Faut simplement se donner la patience puis les années de le développer. C'est sûr que 2,25, je trouve que c'est un temps qui est exceptionnel, puis je suis content de l'avoir fait, mais on veut continuer à baisser le chrono. C'est ça, on veut toujours faire on veut toujours faire mieux, puis c'est ça on se donne un objectif, là on atteint un certain temps, puis là c'est d'aller chercher le plus. Mais fait que là toi, tu veux faire comme à chaque année, tu veux faire du 3000 et du marathon. Ouais, donc là on va essayer le championnat. L'été dernier, c'est la première fois que je faisais le championnat canadien de 10 000 mètres. Puis ça s'était pas particulièrement bien passé. Puis dans le fond, je veux me reprendre cette année. Là, c'est à Vancouver. Ouais, je pense plus que c'était... C'est dans l'Ouest canadien, je crois, cette année. Donc là, on va aller pour le championnat canadien de 10 000 mètres là-bas. On va faire le championnat canadien de 3000 mètres steeple. Donc on va quand même se concentrer sur le steeple cette année, mais on va faire une transition pour le marathon avec beaucoup plus de temps d'avance si on veut, puis on va se concentrer plus fort là-dessus. Puis... Ouais, c'est ça prend probablement plus qu'un mois et demi pour avoir ton pic, là, en tout cas dans le marathon. Mais tu trouves pas que c'est comme rough de passer de 3000 à marathon à chaque année, puis tu penses pas que
peut-être qu'un va empiéter sur l'autre? Ben, plus ou moins, parce que, tu sais, j'ai l'impression que... Ben, premièrement, je sais qu'Alain Bordelot faisait beaucoup de pistes durant l'été, puis après ça, faisait simplement la transition vers le marathon, puis ça donnait des bons résultats durant l'année, puis on essaie de s'inspirer un peu de son programme d'entraînement aussi. OK. Fait que je pense pas que c'est détrimentiel en tant que tel, mais aussi, je pense que ça permet de développer différentes qualités, tu sais, plus de vitesse durant l'été, puis finalement des plus longues distances à l'automne. Puis le dernier point que je trouve qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de garder la motivation, dans le sens que varier, pour moi, c'est une des clés de mon entraînement, de continuer à faire du cross à l'automne, de continuer à faire de la course sur route, de faire de la piste intérieure l'hiver puis de la piste extérieure l'été. Je trouve que c'est des éléments qui sont importants parce que forcément, ça permet de faire en sorte que j'ai du plaisir à faire de la course à pied, qui est un peu comme les building blocks de mon entraînement. Si j'ai pas de plaisir, c'est sûr que... Mais c'est ça. C'est un gros point qu'on pense pas. Quand tu penses, tu dis, ben oui, ben toutes les Usain Bolt puis tout ça, comme... je pense même pour eux, c'est important à un certain point, le plaisir. Puis pour garder la motivation. Fait que toi, tu dirais, tu vas chercher ça, tu vas faire ces variations-là un peu pour garder la motivation. Exact. Au final, tu sais, on se donne des objectifs, c'est sûr, à long terme, mais à court terme, il faut quand même qu'on garde, si on veut, l'élément qui nous donne de la flamme, qui nous donne l'envie de courir, tout simplement. Non, sinon tu vas arrêter, tu sais. Oui. Puis c'est fou parce que, tu sais, j'ai réalisé ça, je pense que c'était comme en 2014 ou en 2015. Ça a été vraiment une grosse étape dans mon développement où j'étais vraiment stressé toujours dans mes compétitions. Puis j'arrivais sur la ligne de départ, puis ça faisait déjà un mois et demi, je réfléchissais à la prochaine compétition, puis je me disais, ah ouais, il faut pousser fort, puis il faut être prêt, puis il faut que je fasse un bon temps, puis il faut que... Tu sais, beaucoup de devoir faire plutôt que de ce que tu veux faire. Puis finalement, je m'imposais tellement de stress, puis j'ai réalisé, justement à peu près en 2014 ou 2015, que l'important c'était d'avoir du plaisir. Ouais. Puis que la performance allait suivre finalement le plaisir. Puis que, tu sais, si j'arrivais à la même compétition, mais juste prêt, confiant, puis avec le goût de compétitionner, puis le goût d'être avec les gens que j'aime, puis de recevoir leurs encouragements, finalement de faire de mon mieux, j'allais avoir une meilleure performance que celle où j'étais stressé, crispé, puis j'étais pas détendu, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est un peu un cheminement qui a été vraiment important pour moi, parce que depuis, je me concentre beaucoup, que ce soit dans mon entraînement ou dans les compétitions, à juste avoir du plaisir. Puis ça, je trouve que ça donne des bons résultats, puis ça me permet à long terme d'avoir le goût de continuer à faire de l'athlétisme. C'est sûr que ça prend ça. Parce que si... Puis c'est ça que je trouve, des fois qui est dur dans l'entraînement de marathon, c'est que tu fais pas beaucoup de compétition. Fait que là, je vais avoir au moins un demi en fin janvier, mais là, tu te mets des objectifs très long terme, 4 mois, 5 mois, puis c'est... Il y a du monde qui sont très bons à ça, mais je trouve que c'est quand même dur mentalement quand t'as pas toujours cet objectif-là qui s'en vient dans un mois, 2 mois. Fait que c'est un peu ça que tu vas aller chercher, tu sais, avec ça, tu vas te prendre, tu vas un peu chercher varier un peu de tout, tu sais, tu te tannes d'une affaire, là, tu reviens à l'autre, c'est ça qui te garde motivé dans le fond. Exact. Un peu. Puis pour répondre à la question de Ludovic Martin, qui en fait est un ami en France que j'ai rencontré au Kenya, puis qui étudie aussi au endroit, puis que je le salue. Ouais. En gros, il me demandait, tu sais, comment est-ce que mentalement, pendant une course, quand ça devient vraiment difficile, comment est-ce que je fais pour réussir à continuer. Puis c'est pour ça kilomètre 32 qu'on parlait exact du marathon, parce que tu sais, au kilomètre 32 puis 33, c'est là où ça réagit plus. T'sais. C'est là où ton corps te dit tous les signes pour arrêter. Puis là, c'est le moment où faut que tu trouves, si on veut, des mécanismes mentaux pour te dire pourquoi tu as envie de continuer. Puis c'est drôle parce que je m'entraîne souvent avec ma conjointe, puis je m'entraînais beaucoup, surtout l'été en fait. Là. Elle prend son vélo, puis elle me suit pendant mes longues sorties. Ouais. Puis elle a la bouteille d'eau, elle a des pommes pour manger comme collation après. Puis quand j'ai besoin de gel, elle m'en donne. J'en prends pas beaucoup, mais quand j'en ai besoin, elle m'en donne. Puis elle m'encourage, surtout. Elle me prépare mentalement, elle me dit des éléments qui me permettent de me motiver. Puis aussi, des fois, je réalise qu'il y a des éléments qui me motivent pas dans ce qu'elle me dit. Puis là, je lui dis, puis finalement, on ajuste, si on veut, la préparation mentale qui va être optimale pour moi, de ce qui me permet de bien réagir, puis de sentir qu'en entraînement, ça me motive de pousser plus fort. Puis je me dis, en compétition, je vais juste avoir besoin de réfléchir aux mêmes choses, puis ça va me permettre de finir ma course, puis de me sentir bien. Mais finalement, ce qui était drôle, c'est que je suis arrivé le jour du marathon de Montréal, puis c'est pas du tout ça qui s'est passé. Même si on avait fait comme, si on veut, 1 mois et demi de préparation au moins une fois par semaine, où on se dit, OK, qu'est-ce qui me permettrait mentalement d'être fort? Le jour de l'événement, c'est pas du tout ça qui m'a motivé. Puis on dirait que c'était quelque chose auquel j'avais pas du tout réfléchi. J'ai vu une semaine et demie avant le marathon de Montréal, une photo de ma nièce qui, à ce moment-là, avait 6 ou 7 mois, puis que ma soeur avait publié sur les réseaux sociaux de leur voyage
à Myrtle Beach. Puis en gros, il y avait juste ma nièce, un beau bébé qui était sur la plage, puis qui avait juste un sourire immense sur son visage. Puis on dirait que durant le marathon de Montréal, je réfléchissais juste à ça. Je réfléchissais juste à ma nièce. C'était comme une image qui revenait en boucle. Que à chaque fois que je sentais que je me crispais ou que j'avais plus, si on veut, de réactivité dans mes jambes, puis j'étais plus détendu, je réfléchissais simplement à l'image de ma nièce sur la plage de Myrtle Beach, puis ça me permettait tellement de me détendre. Mais est-ce que c'était conscient ou c'était automatique? C'était automatique. C'est vraiment, tu sais, avant la course, j'avais pas du tout pensé à ça. C'est ça, ouais. Puis ça a juste popé automatiquement pendant la course, puis c'est une image que je réfléchissais constamment. Est-ce que tu dis que c'est comme ça te distrayait un peu? Parce que des fois, j'ai ce feeling-là, tu sais, je cours, puis là, des fois, je pense à une toune, j'ai une chanson, puis là, ça reste dans ma tête, puis là, je fais l'entraînement. Mais des fois, j'ai l'impression que ça me fait perdre le focus un peu. Mais c'est drôle parce que on dirait que pendant le marathon, c'est tellement long, comparativement, mettons, à un 3000 mètres, que tu as le temps de réfléchir. Puis, je pense que l'important, c'est pas nécessairement de réfléchir, mais juste d'avoir quelque chose qui te permet d'être détendu, puis d'être dans une certaine zone. Puis c'est sûr, j'en ai fait juste un, j'ai pas beaucoup d'expérience, puis je veux pas dire qu'est-ce qui est parfait, mais... Pour moi, ce qui a marché, c'est de tomber dans cette zone-là, de tomber dans une zone où je me sentais détendu. Parce que tu n'as pas besoin de crisper ou de pousser fort, tu as juste besoin d'avoir un effort qui est constant sur le marathon. Puis on dirait que c'est cette image-là qui m'a permis de rester détendu puis de me sentir bien, tu sais. Ouais. Puis ça m'a évité de me crisper, puis je pense que ça m'a permis de faire une bonne race, finalement. Ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est ça, tu as la différence entre l'entraînement puis la course. Puis dans l'entraînement, tu peux t'entraîner puis dire si puis te préparer le plus possible, essayer de faire le quoi qui va être quand mais tu sais la course c'est la course. Ouais. Puis tu vas juste devenir meilleur à la course, ben oui avec l'entraînement, mais tu vas devenir meilleur des stratégies en faisant. C'est clair. Mais c'est ça, des marathons on peut pas tant en faire. Ouais, c'est ça qui est intéressant, puis j'en parlais avec une amie récemment, c'est que tu sais quand on réfléchit le marathon, tu peux pas en faire vraiment plus que 2 ou 3 dans ton année si tu veux réussir à performer. Puis au final, tu sais, en termes de préparation mentale, c'est important dans la course à pied de quand même garder la motivation de mois en mois, même si tu as un objectif juste dans 6 mois. Puis c'est un peu ça, c'est que tu essaies de trouver ce qui va te rapprocher le plus possible de ta course pour te préparer, mais tu en as juste un pic qui est vraiment excellent dans ton année. Fait que, finalement, c'est difficile, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit essayer de développer individuellement puis trouver c'est quoi nos propres trucs de ceux qui fonctionnent. Puis moi, on dirait que c'est ça qui a fonctionné. Fait que je vais juste avoir une image de quelque chose de positif, tu sais. Pas besoin d'avoir quelque chose qui est guerrier ou quelque chose qui... Mais c'est ça que moi, je me dirais, ça prend pas ça, tu sais. C'est comme, tu dois push through, t'es dans les derniers 10 kilos, non? C'est comme... Ouais, c'était juste quelque chose qui me permettait d'être juste bien, puis d'avoir envie de sourire, d'avoir envie d'être juste détendu. Puis quand on regarde Eliud Kipchoge, lui aussi, il sourit pendant ses courses. Puis je sais pas à quoi il réfléchit, mais moi, j'avais envie d'avoir le même niveau de détente. Puis au final, de juste être fluide, puis de me sentir bien. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de l'atteindre. Mais c'est intéressant parce que ça ressemble un peu à une stratégie que Mélanie Mirand m'avait dit aussi, qu'elle disait dans ses 10 derniers kilomètres, pour chaque kilomètre, elle pensait à une personne dans ses proches ou dans ses compagnons d'entraînement ou coach. Fait que chaque kilomètre, là, ok, telle personne. Puis, en tout cas, elle on peut voir, en tout cas, je sais pas si c'est ça qui l'a aidé, mais en tout cas, elle a eu des bonnes performances, ça c'est clair. Mais c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même un lien un peu entre ça, sauf qu'elle, c'est plus un peu fractionné. T'as 1 kilomètre pour ici, puis peut-être ça fait passer chaque kilomètre un à la fois. Peut-être il y a aussi un peu de ça. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant, en fait, ce que tu fais par rapport au truc de Mélanie, puis en quoi est-ce que c'est similaire ou rien, parce que ce que je pense que le bottom line, c'est que la course à pied, c'est pas un sport individuel. Puis souvent, quand on commence la course à pied, on pense que c'est un sport individuel, puis on s'entraîne seul, mais plus on progresse dans les années, plus on se rend compte que finalement, c'est un sport d'équipe, dans le sens que dans tous les jours ou dans ce qu'on apprend le plus, ça vient de notre entourage. Puis d'être bien entouré, que ce soit d'un bon coach, d'un conjoint qui comprend, de la famille ou des amis qui comprennent notre sport puis notre réalité ou notre milieu de travail. Tu sais, dans mon cas, les gens à mon travail comprennent de plus en plus la course puis réussissent à accommoder mon travail en fonction de ça, puis ça me permet de mieux performer. Bien, tout ton entourage fait partie de ton équipe dans la course à pied, mais tes partenaires d'entraînement aussi. Puis tu sais, pendant la race aussi, même si on est seul, ben, dans le cas de Mélanie ou dans mon cas, notre entourage a aussi un impact parce qu'on y réfléchit. Tu sais qu'ils sont là, qu'ils te regardent ou quoi, puis qui espèrent pour toi que tu auras un bon résultat. Puis ça
ça te drive, là, tu sais, si c'était juste, tu sais, pour toi, tout seul, tu sais, c'est comme, ça serait plus tough. Ben oui, c'est clair. Ou juste dans l'entraînement, on en parlait aussi tout à l'heure. Tu sais, par exemple, tu avais eu besoin de faire une séance hier, puis cette journée-là, tu étais seul, puis ça a été tellement plus difficile, les perceptions. Ouais, puis au final, juste d'avoir des partenaires d'entraînement, faut pas se demander après pourquoi on part en camp, en groupe, ou on s'en va rejoindre des groupes d'entraînement ailleurs, parce que finalement, ben c'est ça qui nous permet de performer, quoi. Mais c'est ça, puis c'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir, comme dans le dernier podcast avec Olivier Robert-Jean, un moment donné, j'avais dit, ben tu sais, moi, la seule raison que je sors pour faire un workout, un entraînement qui est dur, tu sais, je vais pas parce que j'ai envie, j'y vais parce que je veux atteindre mon objectif. Mais là, tu sais, j'ai repensé, oui, il y a de ça, mais il y a aussi, si j'avais pas mes coéquipiers, tu sais, comme quand je m'en vais à un entraînement, puis là, je sais, genre, mes coéquipiers du club Athlétique Ville-Marie, là, on va se rencontrer, puis là, on jase un peu, puis c'est le fun, on prend des nouvelles, tu sais, il y a une camaraderie, puis là, surtout si on fait des répétitions autour d'une piste, là, vraiment, tu sais, on se croise tout le temps, entre chaque répétition, on jogue ensemble, tu sais, puis je réalise, au final, tu sais, il doit avoir un bon... autour de 50%, tu sais, de la motivation de sortir, d'aller faire ça, qui vient de ça. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est ça. Je suis d'accord. Puis même à long terme, en fait, tu sais, par exemple, quand tu dis... ta réflexion initiale, c'était... souvent, je pars pas nécessairement m'entraîner parce que j'ai envie, mais parce que je veux performer et atteindre mes objectifs. Mais même là, tu sais, pourquoi est-ce qu'on veut atteindre nos objectifs? Puis j'ai souvent réfléchi sur l'enjeu. J'ai réalisé que je veux atteindre mes objectifs parce que je pense aussi à qu'est-ce que les gens... en réfléchissent, tu sais, je veux essayer de marquer mon nom, ou je veux essayer de laisser une trace d'un record, ou, tu sais, je veux essayer finalement d'être le meilleur dans quelque chose. C'est ça, pourquoi l'objectif, c'est ça qu'on demande. Donc, finalement, l'objectif en tant que tel, oui, c'est pas intrinsèque, je veux juste atteindre l'objectif pour atteindre l'objectif, je veux atteindre l'objectif pour quelque chose d'autre. C'est parti à ça, et la reconnaissance sociale aussi, du fait d'avoir atteint l'objectif. Donc au final, je pense que même dans ton cas, dans ta réflexion initiale, il y avait une partie sociale qui était sous-jacente, puis c'est juste... tellement un élément que je réalise de plus en plus. Puis maintenant, j'essaye, c'est sûr, mes entraînements de piste, je vois mes coéquipiers. Ça fait au moins 2 entraînements par semaine, mais j'essaye aussi le samedi, puis le dimanche, d'essayer d'aller courir avec mes coéquipiers ou d'aller courir, par exemple, avec toi ce matin. C'était la 2e fois qu'on allait courir ensemble. Ou par exemple, j'essaie aussi le lundi ou le mercredi, quand j'ai des plus easy jogs, de rencontrer quelqu'un sur mon chemin pour courir avec, puis finalement briser l'isolement. Puis je pense que ça m'aide beaucoup à apprécier de plus en plus mon sport. Mais ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu disais. Tu disais quand on parlait d'avoir un objectif de temps, tu sais, c'est pas le temps pour le temps. Oui, tu sais, il y a le temps pour le dépassement de soi, mais aussi le temps pour, tu sais, la reconnaissance sociale. Puis tu sais, c'est pas noble à dire, tu sais, c'est comme là, c'est quoi, tu veux te faire, tu veux être, le monde te voit de haut, tu sais, c'est... Mais, tu sais, je pense que c'est ça, au final, on est des humains, puis on est des êtres sociaux, tu sais. Puis je sais pas c'est quoi le pourcentage qui est, en tout cas en moi, puis en la majorité des gens, qui est de vouloir, tu sais, dépasser nos temps, dépassement de soi. Je sais pas c'est quoi le pourcentage là-dedans, que c'est ça, versus que tu veux, tu sais, t'as envie de faire un record, ou de faire ou juste d'être reconnu dans ton milieu comme étant la personne qui le malade de la course. C'est intéressant, mais c'est ça la motivation. Au final, t'as ça, puis t'as de voir tes coéquipiers. Puis c'est intéressant parce que on n'y pense pas, là, on fait notre affaire. Je cours parce que je suis un coureur. T'sais. Mais là, c'est ouais, mais il y a d'autres raisons. Pourquoi est-ce que tu penses que tu es un coureur? Mais parce que ça va me donner ça. Quand je suis un coureur, ben j'ai cette reconnaissance sociale, j'ai mon groupe d'amis, je sens que je me dépasse, mais on n'y pense jamais, on fait juste le faire. Je m'en vais courir, pourquoi tu vas courir? Ben, c'est dans mon plan. C'est vrai, il y a un certain... C'est drôle parce que j'ai un ami, Guillaume Dupire, avec qui je m'entraîne beaucoup, qui m'a apporté un point intéressant, que par exemple, notre entraîneur, il faut savoir lui faire confiance aussi. Oui. Que, tu sais, souvent, on lit beaucoup sur Internet, puis on essaie de comprendre nous-mêmes c'est quoi notre entraînement, puis on pose beaucoup de questions. Mais il y a un certain point où il faut juste faire confiance, puis go with the flow. T'sais. Puis ce qu'il dit, c'est, moi, on me dit de carreler, fait que je carrelle.
sais, par exemple, lui, on lui dit de poser des carrelages, donc il va juste poser des carrelages, il va pas poser de questions. Mais c'est la même chose avec l'entraînement. Des fois, ton entraîneur te dit juste de faire quelque chose, il faut le faire, puis je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore, mais même s'il faut quand même poser des questions. Mais bref, il faut avoir confiance en son entraîneur. Oui. Mais par rapport à ce que tu soulevais, le point le plus important, je trouve, par rapport à la course, c'est que souvent, par exemple, la critique que tu as soulevée, c'est que il y a des personnes qui pourraient dire que c'est tellement égocentrique ou que Oui. c'est juste pour, si Mais on veut, pour bien paraître qu'on Mais voudrait gagner des médailles ou gagner des courses, mais non. Dans le sens que je pense que la course ou le sport en général, ça fait partie de la culture. Il y a pas beaucoup beaucoup de personnes qui considèrent la culture comme étant quelque chose de séparé du sport, mais je pense que le sport fait partie de la culture, puis c'est pour ça que dans les grands événements sportifs, souvent il y a des volets culturels, Ah oui. comme par exemple dans les Jeux de la francophonie, il y a des grands volets culturels aux grands championnats sportifs, puis au final, pourquoi le sport s'inscrit dans la culture, c'est parce que ça fait partie de notre humanité qui est sociale, puis ça revient à ton point, c'est de dire que le sport c'est un vecteur de cohésion sociale. Tu sais, qui se sent plus connecté qu'en jouant avec des personnes qu'il n'a jamais rencontrées au soccer, ou qui se sent plus connecté que de regarder un athlète olympique à la télévision qui porte le drapeau de son pays, mais que tu n'as jamais rencontré, mais juste parce qu'il porte le drapeau de ton pays, tu veux l'encourager, puis être derrière lui, puis il t'inspire. Mais au final, c'est ça le sport, je crois, c'est que ça dépasse les frontières, ça dépasse qui on est individuellement, puis ça inspire, puis ça fait partie de notre culture. Puis c'est un peu pour ça, je pense que c'est pas égocentrique, c'est pas individualiste de vouloir gagner des médailles ou juste de vouloir être bon. T'sais. Je pense que ça fait partie de la culture, ça fait partie de ton identité sociale, ça fait partie d'où tu t'inscris dans la société. Puis c'est pas juste une question de gagner, c'est aussi une question de sentir que tu es un coureur puis que finalement c'est ton empreinte culturelle, si on veut. Mais à un certain niveau, je trouve qu'il y a quand même Je trouve que c'est quand même un sport c'est quand même un sport individuel. Tu cours, si tu veux gagner la course, mettons, tu veux finir premier de ta catégorie d'âge, tu veux ta médaille. Je trouve quand même qu'il y a un certain niveau d'égocentrisme dans la course que tu l'as moins dans d'autres sports, par contre, je trouve. Puis c'est un peu ça la critique, c'est pour faire l'avocat du diable, un peu. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde que ils font ça juste pour... moi j'ai gagné telle course puis telle course. Tu commences une discussion avec une personne puis là, elle fait juste te parler de ses PB puis de ses dernières courses puis t'es comme ok, très intéressant. Bye bye. Mais c'est sûr, je pense pas que ça reflète la majorité des coureurs, mais c'est juste des fois c'est un peu ça qui donne une mauvaise réputation au sport. Quand tu dis bon, t'as le marathonnier qui va te jaser de quel marathon il va faire puis là t'es comme il peut pas rien faire d'autre. Mais de l'autre côté, je pense que on pourrait très bien parler aussi à un artiste, à un peintre, puis qui parlerait simplement de ses propres peintures, puis qui voudrait pas savoir c'est ça, de tu peux le retrouver partout, c'est vrai. Je pense que, tu sais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir cette perspective-là, mais de l'autre côté, je pense que ça crée quand même une communauté. La première fois que je rencontre un coureur, que je rencontre quelqu'un que je me rends compte qui est un coureur, je suis tellement content finalement de parler avec lui, puis tu sais, on dirait qu'on a déjà un lien d'attachement qui est tellement plus fort qu'avec n'importe qui d'autre que je rencontre, parce que je sais qu'on a un bagage commun. Puis... l'autre élément aussi que je trouve, puis c'est sûr que là, on vit dans un contexte où les réseaux sociaux deviennent de plus en plus forts, puis il y a des réseaux qui sont dédiés spécifiquement au sport d'endurance comme Strava, où on peut mettre la natation, la course, le vélo, le ski de fond, puis finalement, on peut réussir à partager beaucoup de statistiques puis de données sur nos entraînements, mais je pense que ça enlève rien quand même à l'aspect culturel, que ça donne un contact tellement humain avec les individus, puis que quand on prend le temps de courir avec des gens, puis on prend le temps de l'apprécier, ça change complètement notre perspective sur la course. Puis je suis content vraiment d'avoir franchi cette étape-là, si on veut, puis cette réflexion-là cette année, alors que dans toutes mes autres années précédentes, j'avais pas la même perspective. C'est-à-dire... Ben, tu sais, je courais toujours seul auparavant. J'ai juste commencé cet automne, finalement, à courir avec beaucoup d'autres personnes, souvent dans la semaine, puis je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Ben, moi, je trouve ça tellement rough, là, quand courir tout seul. Tu sais, quand, mettons, le monde part en vacances, puis il reste quasiment plus personne. Là, moi, j'étais chanceux, ces vacances-ci, j'avais Olivier avec qui courir, tu sais, parce que lui aussi, il partait pas en vacances nulle part. Mais tu sais, dans le temps que je courais tout avec du monde de McGill, puis là, t'avais tout le monde qui, dans les vacances, retournait voir leur famille. Puis là, c'était comme... Tu sais, tu vas... faire tout ça, le mois de passé, j'étais habitué, là, j'étais dans une équipe, j'étais dans l'équipe universitaire, là, tu fais tous tes entraînements ensemble, souvent tu t'arranges les easy runs, tu vas les courir ensemble, puis là,
bang, là, tu fais tout seul. Je trouve que c'est tellement différent. ça peut aider, tu sais, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, tu sais, d'avoir une run plus méditative, tu jases pas trop puis tu penses, mais tu sais, même ça, je vais le chercher quand je cours avec du monde, je trouve, peut-être parce que je cours tout le temps, je m'arrange tout le temps à courir avec quelqu'un, tu sais, t'as un moment, au début tu jases, puis là, vers la fin de la run, c'est toujours là comme, souvent t'es dans ta tête, puis là, je suis déjà rendu en bas de la montagne, ok, bon, mais... ouais, sérieusement, moi aussi. Ben moi, j'ai moins connu, je pense, cette phase-là de tout seul. T'sais, moi, j'ai juste connu ça. Fait que c'est pour ça que je posais des questions un peu là-dessus. T'sais, c'est comme, tu trouverais pas ça rough un peu? Mais c'est sûr que mon parcours sportif a été un peu particulier parce que, par exemple, j'ai jamais fait partie de programme sport-études. C'est ça, t'as pas couru universitaire, rien? Non, exact, ni au cégep. Ouais. Tu sais, par exemple, j'étais au cégep de Bois-de-Boulogne, puis à l'époque, il n'y avait pas d'équipe de cross-country. Fait qu'on a parti une équipe de cross-country, puis on était 2. Tu sais, par exemple, à l'université de Montréal, quand j'ai commencé, l'équipe des Carabins en athlétisme n'existait pas encore. Puis finalement, c'est juste à ma 3e année de baccalauréat en droit que l'équipe a été créée. Ouais. Finalement, puis même là, j'ai pas intégré l'équipe à cette 3e année-là. Donc là, si on veut, je veux dire, dans mon parcours universitaire, j'ai jamais fait partie d'une équipe universitaire ou d'une équipe scolaire. Ouais. Puis ça a fait en sorte que forcément, mon développement a été un peu plus particulier parce que je suis toujours resté dans le volet civil. Puis tous les entraînements qui étaient à l'extérieur de la piste, je les faisais seul parce que j'étais pas en colocation, par exemple, avec des coureurs ou autres. Mais tu sais, en même temps, je pense que ça m'a donné aussi la flexibilité d'être capable de m'entraîner seul et de ne pas avoir de problématiques avec ça, que finalement je vis dans la majorité de mes entraînements encore aujourd'hui pour me rendre au travail. Mais c'est juste que maintenant, au moins, ça me permet d'apprécier tellement plus l'entraînement en équipe. C'est sûr que maintenant, je regarde en arrière et je me dis, ça a été le fun pendant toutes ces années-là de l'avoir fait, tu sais. Mais j'ai pas de regrets, tu sais. Je pense que c'est juste été un parcours différent. Non, c'est ça, tu y penses pas quand tu commences avec ça. Comme moi, dans le fond, quand j'étais au cégep, pendant le rando, souvent ça, je faisais du run commute, donc je courais de la Chine, je me rendais au cégep, puis là, le soir, je revenais tout seul. Mais c'est sûr, j'ai commencé à un moment donné, au début, j'étais excité, puis là, c'est « Ouh, je suis comme un Kenyan, je me rends à mon travail, à mon école en courant. » Mais là, un moment donné, c'était un peu long, fait que là, je mettais de la musique, mais en tout cas... Mais c'est sûr, ouais, c'est plus... c'est sûr, quand tu commences avec ça, là, tu peux probablement plus apprécier. Mais c'est ça, je trouve, là, pour moi, c'est comme rendu un peu nécessaire. Surtout dans l'entraînement de marathon, que tu as des sorties de 90... Les easy runs, là, c'est rendu 1h45. Fait que, tu sais, faire ça tout seul, c'est long. Non, c'est vrai, c'est isolant. Puis au final, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec le commute, c'est que il y a une partie de ton entraînement qui est juste ton transport. Fait que finalement, ça passe plus vite dans le sens que tu te dis, ce temps-là, je l'aurais perdu dans le transport commun ou autre. Donc, finalement, dans ta semaine, j'ai l'impression que l'entraînement a l'air plus léger de la semaine quand on a autant de volume, puis que finalement, on réussit à intégrer beaucoup de choses dedans. Puis encore là, on parle de varier, mais je pense que la variété, on le réalise pas à quel point, mais ça maintient tellement la motivation. Ah oui. Ouais. Puis ça revient toujours à ça. En ce moment, là, je viens de commencer un cours de psychologie du sport en maîtrise, puis c'est ça, notre premier cours, notre premier cours, ça a commencé avec 60 pages à être lu pour le premier cours. Mais en tout cas, le prof, il montre plusieurs aspects de la psychologie du sport. Puis c'est ça, il disait, la motivation de plus en plus, lui, c'est un des grands noms, Gordon Bloom. Puis il dit de plus en plus, après avoir tout vu, j'ai l'impression de plus en plus que motivation, c'est ça le facteur le plus important. Tu peux faire de l'imagerie, de la visualisation, plein de trucs de mindset, tout ça. Mais au final, qu'est-ce qui fait un bon coureur? C'est de la motivation. Un bon athlète, c'est de la motivation. Mais tu sais, je trouve que c'est intéressant comme perspective, mais dans la mienne, c'est un peu plus nuancé, dans le sens que je pense qu'il y a une différence majeure entre la motivation puis la drive. Il n'y a pas vraiment de traduction en français pour drive, mais... Ce serait quoi la différence? Tu sais, selon moi, c'est que, par exemple, une journée, tu peux ne pas être motivé, puis ne pas avoir envie de courir parce qu'il pleut, puis il fait froid dehors, puis finalement, tu es tout seul, donc tu n'es pas motivé à y aller, mais tu vas avoir la drive de quand même y aller parce que tu as des objectifs à long terme où mais ça, c'est de la motivation, selon moi aussi. Mais moi, je pense que c'est différent parce que la drive, peu importe la température, ton niveau de fatigue ou qu'est-ce qui se passe, peu importe les facteurs externes, qui fait en sorte que tu as envie à court terme ou pas d'y aller, tu vas y aller quand même. Fait que c'est comme motivation long terme versus motivation court terme. Ouais, c'est ça. Pour moi, la drive, c'est de motivation long terme. Oui, ok. Exact. Mais je pense que c'est les deux. Je pense que c'est la combinaison des deux. Puis surtout plus long terme. Ouais. C'est
c'est ça que ça prend, c'est ça, cette motivation long terme de, t'as une journée, là, il pleut, une journée Exact. qui fait comme hier, il fait moins 25 ou je sais pas trop combien avec le vent. Puis tu te dis, bon, je vais aller faire un 1h45 à vitesse marathon pace plus 30, puis tout seul. Puis, Mais c'est un peu ça, c'est que dans le fond, il faut réussir à trouver c'est quoi qui nous motive à long terme puis à court terme. C'est difficile souvent d'avoir la motivation à court terme, mais lorsqu'on a une motivation à long terme, ça facilite tellement les choses. Puis parti à ça, moi ce qui m'a beaucoup aidé en tout cas, c'est surtout pendant mon stage pour devenir avocat où c'était vraiment plus difficile d'avoir le niveau d'énergie puis d'avoir le sommeil suffisant pour m'entraîner. C'était d'avoir une motivation à long terme qui soit tellement implacable finalement. Mais que c'est ça qui te faisait continuer. Là, sans ça, t'aurais pas pu. C'est ça. Sinon, à court terme, j'avais aucune raison de le faire. Ouais. Tu pourrais pas, c'est la même chose un peu. Moi c'est moins intense, mais tu sais, comme quand je travaille au camp, puis là, t'es mort à la fin de la journée, mais là, ta motivation court terme, elle va pas t'amener nulle part. Là. Exact. Puis c'est là que finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, par exemple, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je me suis dit, je veux faire les Olympiques. Je suis d'accord que la qualification va être difficile là, à ce point-ci, puis qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup d'efforts, puis peut-être que ça va pas être 2020, peut-être que ça va être pas 2024, puis peut-être qu'on va essayer en 2028, puis peut-être que finalement, je vais jamais réussir. Ouais. Mais dans tous les cas, que je réussisse ou que je réussisse pas, je sais que ça va m'avoir donné, si on veut, la motivation à long terme que j'avais besoin, puis la drive que j'ai une identité, puis que je sente que finalement, je travaillais à quelque chose à tous les jours pour essayer de me faire grandir puis devenir meilleur, puis que je réussisse ou que je réussisse pas, c'est pas ça le point. Le point, c'est que je vais avoir donné tous les efforts pour réussir. Puis c'est ça qui compte finalement. Mais c'est ça, souvent j'ai l'impression, tu sais, le monde, ils disent, ben là, tu t'as tellement pas de temps pour rien faire d'autre, c'est tellement rough comme vie. Mais après ça, c'est ça, mon coach, il dit, tu sais, je sais pas comment, John Falcon, il dit, je sais pas comment le monde qui court pas font. Ouais. Parce que tu dis, c'est quoi que tu fais? Là, chacun va avoir son affaire, tu peux avoir ton sport ou quoi, mais tu te dis, comment est-ce que tu penses si t'as pas ça qui est dans ta vie, cette grosse chunk, cette grosse identité-là? T'es qui, t'es quoi? C'est des grosses questions philosophiques, là, c'est quoi le but, c'est ça. Mais ça te donne ça. Mais c'est vrai. Puis, tu sais aussi, c'est fou parce que la réflexion de John que tu mentionnes me fait penser à la publicité You Run de New Balance. Je sais pas si tu l'as vu, mais en gros, dans la publicité, il mentionne, tu sais, comment expliquer à quelqu'un qui court pas, c'est quoi courir. Pourquoi est-ce que je cours? Puis en gros, ce qu'il mentionne, c'est un athlète canadien qui est l'objet de la publicité dans l'Ouest canadien qui fait du 5000 mètres. Puis essentiellement, ce qu'il dit, c'est les arbres ont l'air plus verts, puis l'air sent meilleur. Puis on dirait que mes facultés intellectuelles sont plus fortes pendant que je cours. Puis tu sais, finalement, c'est tous ces détails-là qui font en sorte qu'on dirait que je vis plus, que je me sens mieux, puis que tout a l'air plus beau. Mais c'est ça courir, tu sais. Pourquoi est-ce que je cours? C'est juste parce que c'est mieux, quoi. Je me sens bien. Puis tu sais, au final, oui, il y a une identité à long terme, puis il y a tout ça, mais aussi le fait, tu sais, que ça crée tellement d'endorphines, puis ça nous fait juste se sentir bien dans notre corps, puis dans notre peau, puis dans notre environnement. Je trouve que c'est une grosse partie aussi de la course à pied que j'aimerais tellement réussir à transmettre aux personnes qui courent pas, puis je m'imagine pas non plus ne pas courir comme John. C'est ça, qu'est-ce que je ferais? Oui, exact. Tu sais, souvent, tu as le questionnement, là, tu fais un entraînement, puis c'est l'enfer, puis tu souffres, t'es comme, pourquoi est-ce que je fais ça? Mais là, après ça, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que je ferais sinon? Exact. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est drôle, des fois, je me dis, si j'avais essayé tel autre sport, si par exemple j'avais essayé le ski de fond ou je sais pas moi, le patinage de vitesse longue piste, parce que la course, forcément, c'est un sport qui est extrêmement difficile à se qualifier pour les Olympiques ou à faire des très bonnes performances, parce que c'est le sport le plus démocratique, dans le sens que ça coûte pas cher, tous les pays peuvent courir. Oui. Peu importe les conditions extérieures, puis finalement, c'est un sport avec une densité de recrutement qui est extrêmement élevée parce que c'est plus facile de recruter le talent. Fait que, pourquoi est-ce que j'aurais pas pu prendre un sport où il y avait une densité d'athlètes qui était moins élevée ou essayer autre chose finalement, pour voir si j'aurais pu performer ailleurs? Mais pour moi, c'est tellement simple la course à pied que ça en est beau, puis c'est ça qui est le fun en fait. Puis je voudrais pas avoir un autre sport, peu importe si j'avais plus de chance dans un autre sport ou pas, d'avoir la reconnaissance ou de la crédibilité. Le but, c'est juste d'être dans un sport que t'aimes, puis au final, c'est la course à pied. T'sais. Mais c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est important d'avoir un sport que tu sens que t'es quand même bon. Que tu sens que t'es en contrôle, que c'est ton affaire. Parce que, comme par exemple, moi, j'ai joué de 5 ans à 18 ans au soccer. Puis
tu sais, j'aimais jouer au soccer quand j'étais entre amis, tu sais, on avait du fun, puis parce que aussi j'étais quand même bon parmi mes amis. Mais quand je jouais Ligue maison, là, tu sais, le niveau ultra bas, mais j'étais comme, le problème c'est que j'étais né en décembre 93, fait que j'étais comme le plus jeune, il pouvait juste avoir une personne 2 semaines plus jeune que moi, puis c'est comme 3 ans de différence, fait que c'était un peu rough ça, mais aussi que j'étais poche. Puis, tu sais, je pouvais pas avoir de plaisir. Même si, tu sais, j'étais pas tant compétitif à cette époque-là. Moi, je jouais pour le plaisir, mais t'avais comme une pression des autres. Puis, c'est ça, je sentais que j'étais poche, tu sais. Puis là, quand enfin j'ai trouvé de quoi que j'étais, tu sais, puis au début, j'étais pas incroyable. J'étais juste comme correct, là, tu sais, tu sens que t'es un poisson, enfin t'es dans l'eau. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça un peu, c'est ça que ça m'a apporté la course, puis j'ai l'impression que c'est ça que ça apporte à beaucoup de gens. Mais c'est bien aussi la course parce que souvent, vu que c'est un sport où forcément le résultat vient de ce que toi tu mets dans ton entraînement, c'est très réel. Au final, you get what you do. Finalement, quand tu cours, tu vas t'entraîner fort puis tu vas avoir un résultat. Puis peu importe c'est quoi ton niveau initial, tu vas réussir à t'améliorer. Donc c'est ça que je trouve qui est intéressant aussi, c'est que c'est très réel, ça donne un peu un aspect objectif à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Tu peux réussir à le mesurer, c'est basé sur des temps, fait que tu vois ta progression. Tu vois le progrès directement. Tandis que par exemple au soccer ou au tennis, c'est plus difficile de réussir à mesurer le progrès qu'avec des temps. Puis c'est ça que je trouve qui est bien aussi avec la course à pied. Puis on a parlé plus tôt aujourd'hui à savoir si par exemple on était content quand quelqu'un d'autre réussissait à bien performer, puis souvent on pense souvent à nos propres résultats, mais pour moi, je vais être aussi content de finir deuxième, puis d'être content pour la personne qui a fini premier, que si moi j'avais fini premier, si je sais que j'ai donné mon 100%, tu sais. Si j'ai donné tout ce que j'avais, tu sais, je ne vais pas être déçu parce que j'ai donné tout ce que j'avais à l'entraînement, tout ce que j'avais en compétition, puis finalement, je suis juste pas rendu là, tu sais. Par exemple, si tu me bats sur une course, François, je vais être vraiment content pour toi parce qu'au final, je sais que toi aussi, tu as donné des efforts, puis tu es venu de loin, puis tu as tellement progressé, puis c'est ça finalement qui compte, c'est de savoir que tu as progressé, puis tu as donné ton 100%. Donc, il n'y a pas de... La compétition, selon moi, est vraiment par rapport à nous-mêmes. C'est important, oui, de réussir à sentir que tu es bon, mais je pense que c'est vraiment par rapport à nous-mêmes dans la course à pied. Mais c'est ça qui est le fun dans la course à pied, parce que le soccer, ou n'importe quel sport d'équipe, t'es constamment en comparaison avec d'autres. Ouais. Fait que, tu sais, il va toujours avoir un push, tu sais, dans le gang. C'est sûr, là, c'est moins dur si tu joues, tu sais, vraiment, tu sais, même pas avec des points, puis tu joues juste pour le fun avec des amis, ou tu sais, tu comptes des moins, mais comme tu t'en fous, là, c'est juste pour le plaisir. Mais, tu sais, dès qu'il y a un minimum de niveau de compétition, tu sais, je trouve c'est rough, là, tu sais, il va y avoir une couple de monde qui vont savoir, ouais, moi, je suis plus pas. Puis, il y a du monde qui vont dire, ouais, mais t'es capable de, tu sais, reconnaître que t'es pas bon, mais tu vas, tu sais, continuer à essayer de t'améliorer. Mais, tu sais, je trouve que ça peut être rough, là, tu sais, puis surtout si tu t'essayes, là, t'es toujours là, tu te forces, tu cours le plus vite possible au soccer, mais tu sais, t'as pas les skills, fait que tu te compares constamment aux autres, parce que si les autres sont meilleurs, ben ils vont t'enlever le ballon. Ouais. Puis ils vont scorer dans ton but. Puis ils vont arriver avant toi à balle. Tandis que ça, la course, c'est ça qui est le fun. Tu cours, tu fais un temps. Puis là, après ça, ça dépend juste de toi. Ça dépend pas de si les autres sont meilleurs ou pas de battre ce temps-là. C'est sûr, pour le placement, là, oui, là, ça change de quoi. Mais en termes de temps, que beaucoup de monde, la majorité des gens, ils vont juste regarder le temps. J'ai amélioré mon record personnel. C'est juste ça que tu regardes pour voir ton amélioration. Puis comment t'es bon dans ce que tu fais. Ouais, puis c'est ça, au final, c'est intéressant parce que la course à pied, comme dans tous les sports, je pense qu'on n'est pas égaux. T'sais, tous les athlètes n'ont pas nécessairement les mêmes capacités initiales. Mais forcément, tu peux t'améliorer par rapport à toi-même, tu peux le mesurer. Puis c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que peu importe c'est quoi ton niveau initial, tu vas réussir à trouver une certaine valorisation dans la course à pied si tu t'entraînes bien, puis tu réussis au fil des années à être patient, puis à réussir à progresser. Tu vas réussir finalement à être satisfait du chemin que tu as fait. Puis c'est là que je pense qu'il faut faire attention aussi de se mettre de la pression, puis ça revient un peu à ce que je disais plus tôt, c'est la performance peut aussi être influencée par tellement de facteurs extérieurs, que ce soit juste la température, ça peut avoir tellement une grosse différence sur le temps final d'une telle journée, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, puis
Puis tu sais, ça, il faut juste être réaliste par rapport à ça, que finalement, ben oui, ça se peut que tu te sois amélioré, mais que 5 mois après la dernière compétition, tu n'as pas fait un meilleur temps encore. Oui, c'est parce ça. que finalement, il y a la température ou les conditions optimales ne sont pas arrivées la bonne journée. Fait que dans la course à pied, tu sais, oui, on réussit à s'améliorer puis à pouvoir le mesurer, mais aussi, il faut être vraiment patient parce que forcément, les conditions ne sont pas toujours parfaites, puis il faut comprendre qu'il y a des facteurs qui sont extérieurs aussi. Mais ça, c'est intéressant, le thème de la patience, parce que c'est plus tu progresses, plus ça devient dur de progresser. Puis, tu sais, de plus en plus, là, tu sais, en tout cas, moi, je le vois de mon côté, là, de plus en plus, là, tu sais, avant, tu sais, je faisais un record personnel sur demi-marathon, tu sais, je faisais 2 minutes plus vite, ou 3 minutes plus vite, ou 5 minutes plus vite, puis tu sais, c'était le fun. Là, tu sais, je vais chercher 20 secondes à chaque année. Puis là, l'année prochaine, est-ce que je vais être capable même de chercher un 10 secondes, tu sais, puis c'est... Mais de l'autre côté, j'ai l'impression aussi, au fil des ans, puis c'est tout à fait vrai ce que tu dis, là, j'ai l'impression qu'au début, on s'améliore tellement, puis après un certain temps, on atteint plus un plateau, mais j'ai l'impression qu'encore là, les plateaux sont comme... c'est des marches, si on veut. C'est un peu comme des marches d'escalier. On n'est plus vraiment dans... passer un certain point de performance, on n'est plus nécessairement à progresser à 1 seconde à la fois à chaque compétition. On va, mettons, faire un bond de 4 secondes sur 1500 mètres d'un coup. Je pense, mettons, à Charles Fulbert Timuto qui était parti de 3,38 ou de 3,39 à 3,34 d'un coup sur 1500 mètres. Puis moi aussi, j'ai l'impression que c'est comme ça. C'est que des fois, tu n'as juste pas les bonnes conditions ou le bon niveau de repos pendant une certaine période. Puis là, d'un coup, un an plus tard, bang, tu vas faire un gros record sur 3000 mètres de 10 secondes ou tu vas faire un gros record sur demi-marathon de 1 minute 20. Puis finalement, ben, j'ai l'impression que la progression est souvent par plateau, puis c'est pour ça qu'il faut être vraiment patient, parce que souvent tu vas avoir l'impression pendant une certaine période, pendant plusieurs mois, que tu vas atteindre un plateau, puis que ça ne bougera pas, puis tu vas être aussi bon, sinon avoir régressé, puis là d'un coup tu vas réussir à faire une amélioration qui va être substantielle. Fait que la course à pied, c'est oui, tu reçois le résultat dans lequel tu travailles, mais de l'autre côté, la patience, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en tant qu'athlète, parce qu'au début, on veut beaucoup s'améliorer, mais finalement, il y a un certain point où il faut réussir à attendre aussi les résultats. Mais tu penses que ces bons-là, c'est entièrement lié aux conditions surtout? Ben, pas juste aux conditions, mais oui, aux conditions extérieures, oui. à tes conditions de repos, au moment où tu piques dans l'année. Par exemple, juste un ensemble de conditions. Donc il y a la température, tout ça, mais tu dis aussi quand même que le corps fait des bons un peu. Le corps a des pics, puis là, c'est d'avoir le pic en même temps que la compétition. Ben, par exemple, mettons, si je te donne... par exemple, si tu fais une compétition, le dernier marathon que tu as fait, tu le fais à une température de 3 à 8 degrés Celsius, qui est une température comme optimale pour un marathon, parce que ton corps ne surchauffe pas autant que s'il faisait 36 degrés Celsius. Ben, dans ces conditions-là, tu vas peut-être faire un super bon temps de marathon une journée, puis là, tu vas réussir à battre ton record personnel par 4 minutes. Puis après, dans les 2 années d'après, le même coureur ne va pas réussir à améliorer son temps de marathon parce que les conditions sont toujours normales. Dans tous les autres marathons qu'il va avoir fait, il n'y a jamais des conditions hyper optimales. Même s'il continue à s'améliorer physiquement, personnellement, il a tellement réussi à faire un gros record personnel à cause des conditions extérieures de température qu'il ne réussira pas à faire de record sur papier pendant la période de 2 ans qui suit. Là, d'un coup, il va faire un record personnel 2 ans plus tard d'un 3 minutes. Parce que là, il est retombé avec les mêmes conditions optimales que celles qu'il avait fait, mais avec son nouveau niveau de forme. Fait que c'est pour ça que finalement, il faut faire vraiment attention d'interpréter les résultats puis de se dire c'est une sous-performance ou c'est une surperformance parce qu'il y a tellement de facteurs extérieurs. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des plateaux. C'est que des fois, il y a juste toutes les étoiles qui sont alignées. On fait une performance exceptionnelle une journée, puis après ça va prendre des mois ou des années pour réussir à avoir les mêmes conditions alignées. C'est un peu ça que je veux dire. Mais moi j'ai l'impression, t'as des plateaux comme ça c'est sûr. Il y a plusieurs personnes. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a juste des vrais plateaux que tu t'améliores pas. Puis ce qui est dur, c'est que tu sais pas c'est lequel. Oui. Mais des fois aussi, c'est dur parce que on sait pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ouais. Non, mais souvent, tu peux rien faire de mieux. Ouais. Puis là, le monde va essayer de faire ben là, je vais doubler ou je vais faire plus d'entraînement. Puis là, au final, ils s'empirent parce qu'ils s'overtrain. Ouais. C'est là, je pense que c'est l'importance d'avoir un entraîneur objectif puis indépendant, dans le sens que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur propre programme d'entraînement. C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Je veux dire, tout le monde a son style, puis c'est bien, puis je pense que c'est une bonne décision aussi, c'est ça qui fonctionne avec eux. Mais dans ma perspective, pour réussir vraiment à avoir un développement comme athlète de performance, c'était vraiment important d'avoir un entraîneur qui était séparé, c'est pas moi qui faisais mes programmes, mais lui, pour que finalement, lui ait une perspective sur, OK, bon ben, cette année, j'ai pas besoin de te donner 170 km parce que quand on va vouloir réussir à performer
plus tard, on va avoir besoin de faire ce kilométrage de plus pour continuer à s'améliorer. Parce que si on le faisait maintenant, on irait chercher des gains qu'on serait plus capable d'aller chercher plus tard. Plus maintenant, fait que c'est ça. Fait que finalement, d'avoir une perspective qu'à chaque année, on va avoir des facteurs, des stress différents qui vont nous faire progresser. Puis qu'à la fin, dans 10 ans, on va toujours avoir des nouveaux facteurs de stress pour réussir à développer le corps. Mais toi, pour revenir au point de tu sais pas c'est lequel, toi, comment tu fais pour passer à travers ça? Parce que là, moi, là, ok, j'ai une couple de compétitions qui s'en viennent, je me dis toujours à la prochaine compétition, ok, là, je vais voir, tu sais. Là, je vais voir où est-ce que je suis rendu. Mais tu sais, si ça fait, tu sais, là, moi, je me dis, si, ok, mettons que Rotterdam, ça va pas bien, ok, là, je vais peut-être me dire Toronto, mais là, après ça, si ça va pas bien, tu sais, je sais pas, là, tu sais, c'est-tu un signe là, que je m'améliore plus, j'ai atteint mon pic, puis tu sais, comment tu fais pour continuer après ça? C'est un peu pour ça que je pense que c'est important de bien analyser c'est quoi ces facteurs de motivation. Ouais. Pour que juste le fait d'atteindre un objectif en soi, qui est sur papier ou qui des fois est un peu trop impartial, qu'on ait d'autres raisons qui soient soit derrière l'objectif ou d'autres raisons en tant que telles, que ce soit d'inspirer notre communauté, que ce soit de créer des liens sociaux, que ce soit d'avoir une identité personnelle par rapport à la course à pied, puis de se rappeler de ces facteurs-là aussi, que même quand tu atteins un plateau puis c'est plus difficile, tu as l'impression que tu ne progresses pas, tu vois l'ensemble des autres bénéfices dans ta course à pied qui continuent à te motiver puis à continuer au fil des ans, puis éventuellement, il va y avoir un breakthrough. Éventuellement, tu vas réussir à peut-être passer ce plateau-là. Puis c'est aussi de reconnaître que, ben oui, on va avoir un plateau. Puis des fois, il y a des athlètes qui vont l'atteindre. Ça, c'est rough. Là, parce que la course, là, c'est toujours progresser. Il y a un moment donné où ça n'arrivera pas. Mais, je pense que mais c'est tough, mentalement. C'est là de varier aussi. C'est intéressant. C'est que, tu sais, par exemple, si tu sens, dans mon cas, si je sentais que j'atteignais un jour un plateau sur steeple, puis que là, ça fonctionnait vraiment là, plus. tu vas essayer autre chose. Je vais être entièrement prêt à passer à des plus longues distances, vraiment à me concentrer là-dessus à 100%. Puis, tu sais, une fois que j'aurais atteint un plateau sur marathon, puis finalement, je sens plus que j'ai de motivation à faire du marathon en tant que tel, ben, je vais peut-être vouloir faire du triathlon. Puis, si c'est pas du triathlon, ben, je vais peut-être avoir le goût de faire du ski de fond. Puis, tu sais, là, je vais juste trouver, en fait, ce qui me motive, tu sais. Puis c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut se laisser aller. Dans le sens que souvent, des fois, on essaie de forcer un peu trop. Mais des fois, il faut juste regarder aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis c'est ça qui compte aussi. Mais tu sais, c'est ça, souvent, on se fait dire, ben là, toi, à tel âge, à tel développement, tu devrais faire telle affaire. Tu sais, comme moi, tu sais, je me faisais dire, il y a du monde, ils veulent pas être méchants, mais tu sais, eux, ils pensent vraiment, ils disent, mais regarde, là, en ce moment, selon ton âge, selon vu que t'as un bon kick, toi, tu devrais faire des 5000 mètres, là. Tes marathons, là, c'est pour plus tard pour toi. Mais tu sais, moi, je suis comme, si je fais pas de marathon maintenant, là, je vais tellement pas être motivé à faire mon entraînement de 5000 ou 10 000 mètres. Qu'est-ce que ça va me donner? Parce que j'aurai aucune motivation. Exact, puis c'est important. Ça l'apprend, la motivation. On oublie, là, on se dit, mais c'est juste des machines. Tu sais, l'expression, t'es une machine, tu continues, tu penses pas trop. Mais tu sais, on est des humains, on passe tout le temps, là. Tout le monde est des humains, tout le monde pense à plein d'affaires, tout le monde a des buts, puis plusieurs buts dans la vie, autres aussi que la course, mais c'est un des principaux là, pour nous. Mais ouais, c'est tellement tu sais, à un moment donné, tu te tannes d'une affaire, puis tu veux une autre affaire, tu veux vraiment, même si c'est pas optimal, tu sais, pour toi. Il y a beaucoup de monde qui vont dire ouais, mais toi, tu sais, je te verrais dans ta affaire. Je suis comme ouais, mais j'aime pas ça des 1500 mètres, j'aime des 3000 mètres, je suis tanné, c'est trop court, j'aime pas ça. Moi, je veux courir longtemps, avoir une foule, c'est ça que j'aime. Tu sais, puis, tu sais, ouais. Mais c'est vrai, puis tu sais, au final, c'est fou parce que souvent on essaie de se dire ok, qu'est-ce qui serait parfait? Qu'est-ce qui serait parfait pour moi? Puis... Qu'est-ce que je suis optimal? Là? Il y a où le triangle dans lequel je fit ou le carré? Ou Mais ce qui aurait été optimal, c'est finalement de commencer à 8 ans puis de continuer à faire de la course pendant des années. Puis on voit que ça marche pas. Finalement, on se rend compte que il y a des athlètes qui font tout ce qui est optimal, mais qui sont trop poussés puis qui arrêtent à 17 ans ou qui arrêtent à 21 ans. Ils n'ont plus de motivation, alors même que les meilleures années s'en venaient. Puis c'est ça au final, c'est réussir à développer un sport, que ce soit au Québec en général ou ailleurs. Puis je pense que la course à pied est encore en développement au Québec, puis il y a eu des années creuses dans les années 90 puis 2000. C'est développer un sport, ça prend une philosophie aussi. C'est pas juste de faire ce qui est parfait, c'est pas juste de faire ce que la science dit, mais c'est aussi de prendre en considération l'humain, puis en considération ce que la personne a envie de faire. Puis je pense que tu as 100% raison dans ça. Là. Mais c'est ça, c'est tous des humains là, au final. Oui. Là,
ça perd, tu sais, les histoires des petits joueurs de tennis qui détestent le tennis parce qu'ils font juste ça, puis ils se font, tu sais, marteler ça par leurs parents. Puis on voit de plus en plus que le modèle de spécialisation jeune, mais dès le plus jeune âge, ben ça mène juste à du monde qui sont frustrés puis qui ont aucune motivation pour leur sport. Tandis que le modèle, c'est un peu plus, tu commences, tu varies quand t'es jeune, tu les laisses varier. Puis il y a quand même une certaine spécialisation si tu veux aller dans NHL ou des affaires de même. Mais que c'est plus autour de, tu sais, je sais pas, autour de 10, 11, 12, que là, tu commences plus à faire là, de l'entraînement plus plate, mais plus spécifique pour ton affaire. Puis... Ouais, puis même rendu à notre âge, tu sais, par exemple, quand les gens disent que tu vas te spécialiser sur 5000 mètres, mais tu préfères faire le marathon, encore là, tu sais, on se spécialise, mais pas vraiment, dans le sens que si dans 3 ans, tu voudrais revenir aux 5000 mètres, ben, tout ce que tu as fait pour le marathon va clairement être utile, puis avoir donné une base de travail qui va être exceptionnelle pour pouvoir continuer à travailler ton 5000 mètres. Mais à cet âge-là, j'ai plus l'âge du pic selon, c'est sûr que non. Là, mais, puis je conteste pas là-dessus, scientifiquement, là, tu perds de la masse musculaire de puissance pour avoir des muscles d'endurance, plus tu vieillis, c'est un fait. Fait que c'est sûr que oui, j'aurais été meilleur plus jeune aux 5000, mais tu sais, si c'est pas ce que je veux faire en ce moment, tu sais, c'est quoi le but, tu sais. J'aime ça, j'aime un bon 5000 mètres de temps en temps, mais je fais ça, comme tu dis, pour varier, tu sais. Pour avoir des petits objectifs. C'est là que je pense que le développement aussi du trail est intéressant de plus en plus dans le monde, c'est qu'au final, ça permet aussi d'aller chercher d'autres facteurs de motivation. Par exemple, le fait simplement de courir en nature ou de courir en montagne, ça aussi, c'est des facteurs de motivation, de sentir que tu peux reconnecter avec la nature, puis juste de te sentir libre. Puis tu sais, les courses de trail, c'est sûr que c'est quelque chose qui a l'air intéressant aussi, dans lequel on ne s'est pas lancé ni toi ni moi, mais je pense que ça aussi, ça pourrait être des facteurs de motivation tout aussi bons. Puis un athlète de trail pourrait se faire dire « Ah, mais tu devrais essayer du marathon ». Un marathonien devrait se faire dire « Ah, tu devrais essayer du trail ». Mais je pense que c'est pas ça qui compte, c'est juste de se trouver une autre branche puis d'y aller à fond, quoi. Là, je vais aller avec une de nos questions du public avant que j'oublie, parce que je veux pas en laisser du monde qui nous ont pris le temps de nous écrire, puis pas poser leurs questions. Puis ça revient un peu aussi bon, c'est un peu dans la motivation, parce que c'est de l'entraînement, dans le fond. En fait, non, c'est pas tant de la motivation. À quoi ressemble ton taper pour un marathon, et quels sont tes entraînements clés avant, de Nicolas Dan? C'est sûr que, tu sais, j'ai juste fait un marathon jusqu'à présent, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour toutes les compétitions. Pour vraiment les entraînements clés de marathon, selon moi, c'est les long runs. Donc, ce qu'on fait une fois par semaine, le dimanche, on part une longue course, puis on s'est rendu jusqu'à 2h35 pour préparer le marathon de Montréal. Puis dans cette longue course-là, en fait, nous on l'appelle un Canyon Run. Donc en gros, c'est basé sur les entraînements, puis j'en ai fait au Kenya aussi, c'est tout le monde part ensemble, puis c'est le dernier qui survit à la fin. Donc l'objectif, c'est d'accélérer peu à peu. On part super lent, tu sais, peut-être... dans la perspective des Kenyans, tu pars à 6 minutes du kilo, 6 minutes 30 du kilo, puis là, peu à peu, t'accélères, tu sais. Puis le dernier kilomètre, c'est pas surprenant de le faire en 2h50, tu sais. Fait que le dernier kilomètre de ton 2h35, tu le fais à bloc, tu sais. 2h35? Ouais, donc c'est vraiment des longues courses. T'as encore de l'énergie pour faire du 2h50 après ça? C'est vraiment, vraiment rough à la fin. Puis tu sais, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que, tu sais, la majorité de ce long entraînement-là, peut-être 1 heure, c'est un rythme où tu te sens bien. Fait que c'est un rythme où tu es comme en tempo, peut-être un peu plus lent que le rythme de marathon. Fait que dans mon cas, c'est à peu près 3h45. Fait que tu sais, c'est un rythme... Pendant 1 heure. Puis ça, c'est relax quand même. Ouais, c'est ça. C'est où tu dois rester détendu. Ton but, c'est de rester détendu. Fait que tu sais, de te sentir détendu. Puis après ça, tu accélères peu à peu. Fait que là, tu tombes plus en 3h35, 3h25. Puis là, tu fais 30 minutes ou 40 minutes comme ça. Puis après ça, tu accélères. Tu as un rythme de 10 km, un rythme de 5 km. Puis après ça, ton dernier kilo à bloc. Puis là, c'est là, finalement, que je vais vraiment creuser le plus, si on veut, dans mon endurance, puis dans la difficulté, si on veut, puis j'apprends à push through. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment bien préparé pour le demi-marathon de New York aussi, où j'ai fait un bon temps. Puis tu sais, ça fait déjà... Ça, tu l'avais fait avant New York? Oui, ça, je pense que ça fait déjà 4 ans qu'on fait ça. Mais c'est comme un entraînement clé que tu as fait aussi pour Montréal. C'est ça. Fait que, par exemple, moi, dans mon développement, on n'a jamais fait 3 séances de piste par semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui font ça, puis
J'ai absolument rien contre ça. Je pense que c'est très bien aussi. Mais dans mon cas, on ne l'a jamais fait. Ce qu'on faisait toujours, le troisième entraînement, c'était une canyon run. Comme ça, où vraiment on faisait une longue distance. Mais c'est un entraînement en soi. Ouais, c'est plus qu'un entraînement, selon moi. C'est tellement différent. Tu sais. Puis au final, quand j'étais plus jeune... Mais t'es pas brisé après ça? Là? Ouais, c'est quand même costaud, je t'avoue. Puis tu fais 2 autres entraînements en plus? De pistes par semaine, oui. Fait que tu sais, par exemple, le 2h35, c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à présent. Mais tu sais, je l'ai fait juste une fois. Fait que par exemple, normalement, une canyon run comme ça va vraiment plus durer entre 1h45 puis 2h15. Puis c'est là que vraiment, comme je te disais avec ma conjointe en vélo, ça m'aide vraiment beaucoup. Parce que forcément, ça me permet de m'accrocher, quoi. Puis d'avoir quelqu'un que, tu sais, je sens qu'il va être capable de pousser le pace quand il faut encore que j'accélère, puis encore que j'accélère. Puis finalement, ouais. Ça, je trouve que c'est l'entraînement le plus clé pour moi parce que c'est non seulement un gros volume, mais puis d'être capable de prendre, d'encaisser, si on veut, un gros volume comme le jour de la compétition, mais c'est un gros volume avec une grande intensité aussi, puis une intensité de qualité. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un entraînement clé pour moi. Puis maintenant, par rapport au deuxième volet de la question qui était sur le taper... Juste avant d'aller là, je vais juste continuer sur ça, mais j'ai aussi l'impression que ça, c'est un entraînement qui va vraiment aller chercher ton endurance mentale. Comme, tu sais, beaucoup d'entraînements, je trouve, là, tu forces, oui, musculairement, t'améliores tes muscles, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de ça aussi que c'est juste entraîner ton mental. Puis il n'y a pas d'autre façon, selon moi, d'entraîner ton mental de même. Tu sais, tu peux visualiser tout ça, mais selon moi, le meilleur entraînement psychologique que je vais chercher, c'est en le faisant. Ouais. C'est quand je suis dedans, puis que je suis comme, je souffre, c'est pas le fun, c'est... Ouais. Puis tu sais, hier, c'était pas le fun, mais tu sais, je me prépare au marathon, je me prépare à ce que ce soit pas le fun. Puis tu sais, après avoir fait cet entraînement-là, ben, il y a pas grand-chose qui a l'air pas le fun. Fait que tu t'habitues au pas le fun. Ouais. Puis tu sais, c'est fou parce qu'au final, je me suis rendu compte aussi que c'était un des entraînements que j'aimais le plus dans ma semaine. Alors qu'au début, tu sais, j'aimais vraiment pas ça. Parce que je comprends que t'aimes pas ça, c'est rough. Ouais, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est un des entraînements que j'aime le plus parce que c'est là que je sens que je peux vraiment, premièrement, aller loin puis aller explorer des nouveaux endroits que souvent, j'ai pas le temps de me rendre. Souvent, je peux aller au parc Frédéric Bach, qui est un peu plus loin de chez moi, mais que je peux vraiment apprécier si on veut des nouveaux endroits. Mais aussi, c'est là où je peux vraiment taper, si on veut, dans ce qui est difficile puis que j'ai tellement un sentiment d'accomplissement après. Tu sais, je reviens chez moi, puis premièrement, les endorphines kickent vraiment fort après un entraînement comme ça, mais tu te sens juste tellement bien, tellement satisfait après, oui, réussi. C'est sûr, ouais. Puis c'est juste exceptionnel de se sentir comme ça. Fait que souvent, le dimanche, je vais commencer ma journée avec la long run comme ça. Après avoir déjeuné, je me réveille plus tôt, je déjeune, puis après ça, je me recouche, je me rendors, puis je fais la long run pour avoir l'énergie que j'ai besoin pour la faire. Puis tu sais, je commence avec ça ma journée, puis... Tu sais, après, le reste de la journée, je suis juste tellement content puis tellement satisfait d'avoir réussi. Puis, c'est ça, mais ça doit être dur de te motiver à sortir pour aller faire ça, mettons. Mais au moins, si t'as en même temps, c'est ça, il y a ma conjointe. Fait que c'est ça aide. C'est ça, c'est... Selon moi, sans elle, là... Ouais, c'est un game changer. Ouais. Tu sais, si tu devais faire ça tout seul, là... Ouais, non, ça serait plus difficile. Puis c'est sûr, au début... Est-ce que ça serait possible, penses-tu? Je vais être honnête avec toi, au début, on le faisait en groupe. Ouais. On le faisait, tu sais, quand j'ai commencé dans les vainqueurs, on avait vraiment un groupe d'entraînement, on était 4-5 gars du même niveau, puis on pouvait le faire ensemble, fait que ça c'était vraiment cool, on trouvait toujours un parc différent, puis on y allait en voiture, puis on commençait ensemble la Canyon Run, puis là c'était vraiment le dernier qui survivait, tu sais. Puis finalement, forcément, là, le groupe s'est étiolé, puis il reste juste moi de ce niveau-là, si on veut. Puis là, forcément, ça m'a placé dans une position un peu plus isolée pour les faire. Mais le fait d'avoir réussi de les faire maintenant avec ma conjointe, c'est vraiment important pour moi. Là. Ouais. Puis, non, c'est ça. Puis, j'ai oublié le point que je voulais dire. Tu m'avais demandé si je le ferais quand même, si j'étais juste tout seul. Puis c'est sûr, des fois, je le fais tout seul. Mais c'est pas facile. Ouais, mais je le fais quand même. Mais c'est ça, puis en plus, ça c'est un autre aspect, c'est quand plus tu t'améliores, oui c'est le fun de s'améliorer, c'est très le fun, je voudrais pas m'améliorer, mais c'est tough parce que souvent t'es tout seul dans tes entraînements. Ouais, c'est ça que j'ai réalisé aussi, c'est que tu sais, des fois il y a des mouvements d'athlètes entre clubs pour pouvoir aller s'entraîner avec d'autres personnes, puis c'est bien, mais de l'autre côté, je me dis toujours, mais si tu veux être le meilleur à un moment donné, puis je dis pas que je suis le meilleur, là, c'est pas ça le point, mais si tu veux être le meilleur, il faut que tu acceptes qu'un jour tu vas t'entraîner tout seul. Dans le sens qu'il va jamais avoir quelqu'un de ton niveau
si tu es un des meilleurs au monde. Puis, Ouais. c'est drôle parce que j'ai un ami à moi, Julien Vanders, qui a fait le record d'Europe. C'est ton 10 ami? mètres. Ben oui. Ouais, parce que je me suis entraîné avec lui à Genève Oui. quand j'ai été étudié là-bas en 2015. Puis à Ok. l'époque, il avait comme 17 ou 18 ans. On Puis plug des noms, Julien Wonders. Il avait vraiment pas le même Ouais. niveau qu'aujourd'hui. Ah Ok, ouais. c'était un athlète Il était au même complètement- niveau que toi. Ouais, il était au même niveau que moi, puis on s'entraînait ensemble à l'époque. Puis aujourd'hui, il a le Puis record aujourd'hui, d'Europe. il est juste rendu à un autre niveau complètement, mais après que dans le fond, je sois parti de Genève, lui, il a été s'entraîner au Kenya, puis c'est là que maintenant, il habite à temps plein là-bas, Ouais. ou presque, sauf pour revenir faire des compétitions en Europe. Puis C'est pour- maintenant, il est commandité par Nike, il est Ouais. appuyé par la Fédération suisse d'athlétisme, puis tu sais, je veux dire, il est rendu à un niveau complètement différent. Maintenant, c'est un athlète mondial. Puis, Mais ça, pour nos auditeurs, c'est quoi son record qu'il a fait? Là, il a récemment? fait 27 minutes tôt, je crois, sur 10 000 mètres, puis c'est une des meilleures... 10 km, je sur pense. 10 km, pardon, Route, puis ouais. route. Record d'Europe. Qui est une course, soit dit en passant, qui n'est pas un parcours plat, puis qui n'est pas un parcours Wow. facile. Puis il a juste 23 ans, si je ne m'abuse, ou 22 ans. Il est Ouais. encore très jeune, il a beaucoup de potentiel. Puis tu sais, ce qui est fou aussi, c'est que au final, il a fait le choix de partir de Genève, qui est une bonne ville avec un bon groupe d'entraînement qu'on avait, puis Mais d'aller c'est vivre fou. à temps plein au Kenya Mais pour, c'est fou, ça. ouais, pour être avec les meilleurs. Tu sais. Tu sais, tu te sors de ton cercle d'amis, Ben tout oui. ça, là, tu vas T'abandonnes tout. juste pour te consacrer à Exact. une affaire. Puis pour Ouais. lui, ça a payé. Puis lui, c'était la passion. Puis tu sais, il s'est Ouais. dit, je veux juste être avec les meilleurs, apprendre les meilleurs, puis tout. Puis tu sais, forcément, il s'est amélioré peu à peu. Puis justement, j'ai été m'entraîner avec lui l'été dernier quand j'étais là-bas. Puis tu sais, je veux dire, il y a son groupe d'entraînement maintenant. Maintenant, comment ça fonctionne au Kenya, c'est qu'ils prennent le meilleur coureur, puis ils se collent à lui, puis ils font la même chose que lui. Fait que finalement, avant, lui, il était dans d'autres groupes d'entraînement. Il suivait un meilleur coureur d'un autre groupe. Mais C'est maintenant, lui le c'est lui meilleur. le meilleur coureur. Fait que tout le monde se colle à lui, puis tout le monde veut faire comme lui. Fait que c'est lui qui guide c'est quoi les C'est entraînements. drôle. C'est lui qui guide qu'est-ce qu'ils vont faire. Follow the Fait que leader. finalement, tu sais, il a été au Kenya pour s'entraîner avec le meilleur, mais finalement, c'est rendu lui le meilleur, puis Wow. les gens du Kenya s'entraînent avec lui là-bas. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a les Mais habitudes ça, de vie. ça puis- t'aide aussi. Ouais. J'ai l'impression juste d'avoir quelqu'un, même si je fais un entraînement, j'ai quelqu'un derrière moi, je trouve Ouais. que c'est... Moi aussi, mais tu sais, au final, qu'est-ce que je veux dire, c'est Ouais. que le point, c'est que même si tu veux t'entraîner avec d'autres personnes, il faut que tu acceptes que si tu veux être le meilleur, éventuellement, tu vas être toi tout qui seul vas en être en- avant. ouais. Ouais. Puis c'est ça qui est Mais arrivé il est avec pas Julien. seul, par Ouais. contre. Il y a quelqu'un qui est juste derrière lui. Tu Ouais. sens le souffle de la personne derrière toi. Selon moi, c'est différent de quand tu es vraiment tout seul. C'est ta personne qui est proche de toi, puis là, tu fais l'entraînement Non, à c'est vrai qu'il y a une toi-même. différence. Ouais. Selon moi, c'est beaucoup plus rough. Tu sais, moi, je peux faire un entraînement, puis j'entends la personne derrière moi. Puis là, je suis comme, il fait un mouvement pour dépasser. Je suis comme, non. Tu sais, puis là, des fois, oui, il dépasse, puis là, tu essaies de suivre, mais je trouve que ça fait une grosse différence quand même. Ouais. Avant, là, tu sais, comme les entraînements, des fois, je suis pas sûr, est-ce que j'ai assez poussé ou pas? Tu sais, parce que tu peux tout le temps plus pousser quand t'es quelqu'un d'autre. Puis là, c'est le questionnement que t'as. Est-ce que je me suis assez poussé? Je sais pas. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Mettons, j'avais fait un workout, un entraînement, j'avais fait comme du 3,25 qui était censé être à l'allure de demi-marathon. Puis là, j'étais mort après ça. Puis j'avais fait ça, puis c'était l'enfer. Puis là, après ça, je le fais avec quelqu'un qui se joint à notre groupe d'entraînement qui est quand même assez rapide. Puis là, je le fais avec lui. Puis là, je fais du 3,20 Ouais, puis je suis ça va tellement relax. facile, ben oui. Puis c'était plus longtemps en plus. Cette oui. fois-ci, c'était 35 au lieu de 30 ou Ouais. 40 au lieu de 35. Tu sais, ça fait une grosse différence, je trouve, d'avoir la Non, c'est personne vrai. avec qui s'entraîner. Fait que là, toi, tu dirais, c'est... Mais toi, tu t'es déjà résigné un peu. Tu t'es dit, mais Ouais, c'est regarde... ça. Moi, je me suis résigné pour être franc. Ouais. Tu sais, au final, j'ai comme accepté ça. En même temps, je l'ai pas accepté à 100% parce que je veux toujours m'entraîner avec ma conjointe qui est en vélo, puis qui finalement, c'est comme si c'était quelqu'un de Ça, meilleur ça que aide. moi. Ouais, Ouais. ça aide. Puis tu sais, fait que moi, je vais vraiment plus chercher l'aspect social, si on veut, de l'entraînement en groupe, plutôt que Ouais. pour me pousser. Puis tu sais, C'est aussi, ça. on a une espèce de philosophie que l'objectif de l'entraînement, c'est jamais d'être à 100%, d'avoir donné ton 100%. Non, 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 C'est non. de toujours Ouais. comme finir l'entraînement dans une zone où tu as vraiment travaillé dur, puis que tu sais, tu t'as donné ce que tu avais, mais Mais il tu t'en veux pas reste être encore. mort. Tu Ouais, veux ouais. pas être mort. Tu sais. Fait que finalement, c'est pas nécessaire d'être comme à bout, tu sais, puis d'avoir donné Oui. ton 100%, d'avoir eu un partenaire qui te pousse plus, mais c'est vrai que c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un. Ça facilite tellement les choses, ça facilite tellement les rythmes. Ouais. Mais tout ça, je pense que c'est une question de perception. Mais tu sais, des fois, je doute, là, tu sais, parce que la perception, c'est ça, la perception, c'est tellement subjectif Ben oui. en soi. Mais tu sais, souvent, je doute, là, tu sais, parce que puis je suis d'accord avec toi, je veux jamais avoir, tu sais, me sentir avoir fait un workout, puis là, je suis comme complètement mort, je suis comme là, j'ai tellement poussé, j'ai donné mon 100%. Tu veux pas un entraînement, tu sais, t'as toujours, certains entraînements, t'es censé être à 70, à 80, 90, mais
souvent, c'est ça, quand je le fais avec quelqu'un, je sens, ouais, j'ai donné mon 80-90, tu sais, puis j'ai donné puis je sens que mes muscles vont s'améliorer. Puis là, si je le fais tout seul, j'ai comme la crainte, je suis comme, je sais pas si est-ce que je faisais vraiment tel effort? Tu sais, j'ai le doute. Toi, est-ce que t'as ça des fois ou c'est pas... Non, ouais. c'est un peu le carrelage encore. T'sais. Si mon entraîneur m'a dit de carreler, je carrele. J'y fais confiance, tu comprends? Fait que je me pose pas de questions par rapport à ça parce qu'on a. Oui, mais tu sais, il va dire va un tel effort ou quoi. Non, nous, mais, on est vraiment plus avec les temps. Ok. C'est vraiment juste dans les Canyon Run qu'on est en termes de perception. Ok. Là, je me dis, tu sais, si j'ai atteint la perception qu'il fallait que je prenne un raid de 10 km, j'ai pris un raid de 10 km. Là, je me sens bien, tu comprends? Oui, c'est ça qui aide, j'ai l'impression. Quand tu vas au temps, ben là, tu peux voir je suis sur le temps ou je suis pas sur le temps. Oui, puis ça, c'est vraiment, on le garde pour la piste. Ouais. On le garde jamais pour des entraînements de route. Ok, fait que toi, c'est vraiment 2 entraînements de piste par semaine. Ouais, c'est ça. Parce que ça change, tu fais pas d'entraînement comme mettons sur le bord de l'eau, à part pour ton Canyon Run. C'est ça, exact. Ouais, ça on le fait pas. Peut-être que ça va changer pour l'an prochain avec le marathon. Mais c'est ça, tu fais de l'entraînement de marathon en t'entraînant 2 fois sur piste. Ouais, exact. Wow. Par exemple, là, sur piste, c'était vraiment des entraînements qui étaient plus longs. Comme quoi? Puis, tu sais, par exemple, on faisait des séries de 12 fois 1000 mètres avec vraiment pas beaucoup de récupération entre. Combien, une minute? 30 secondes? Genre 60 secondes de jog. Fait que pas de marche. Puis, tu sais, comme t'enchaînes les 1000 mètres un à la suite de l'autre. Fait que forcément, effort de quoi? Puis vitesse de quoi? À peu près un rythme de 10 km. Okay. Fait que c'est quand même costaud. Puis à la fin, tu sens que tu as donné pas mal ce que tu avais, puis tu as été tapé aussi dans tes réserves, mais ça reste un entraînement de piste. Puis je pense qu'on le fait aussi parce que tu sais, j'aime ça, faire de la piste. Puis je l'ai dit à mon entraîneur. Puis tu sais, comme pour moi, c'est important parce que j'ai l'impression que je m'améliore. Puis que tu sais, je peux mesurer mon amélioration 2 fois par semaine. Puis tu sais, finalement, j'aime ça. Fait que je pense que c'est important aussi de garder la motivation. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on garde cette approche-là. Ouais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que si jamais tu vas à un moment donné plus aller, que là tu t'es plus sur la piste, puis que tu sais c'est facile de mesurer, ben là, tu sais, il n'y a pas grand chose qui change à part s'ils ventent un peu sur la piste. Ça va toujours être tel temps. Puis c'est à l'intérieur, ça, dans le fond, en hiver. En hiver, on le fait à l'intérieur, puis en ça. été, on s'entraîne aussi en piste à l'extérieur. C'est ça. Fait que ça, c'est facile de garder ça constant, mais ça, je trouve, c'est. Tu sais, moi, je suis pas allé sur une piste depuis un bon bout. Fait que c'est vraiment, moi, j'y vais, je regarde un peu ma montre. Mais tu sais, on s'entraîne à Summit Circle, que tu t'as des montées, des descentes, des fois il y a de la slush, fait que tu sais pas, tu sais, quand il y a de la slush, mais là tu peux pas aller aussi vite, il y a ci, il y a ça, il y a tellement de conditions qu'on peut plus s'entraîner à la vitesse, parce que tu vas avoir une journée, tu vas l'atteindre, tu vas avoir une journée, tu vas pas l'atteindre. Fait que là, il faut que tu ailles avec l'effort. Mais là, l'effort, tu sais, on est meilleur qu'on le pense à gager la vitesse. Les études montrent que quand même les athlètes de haut niveau sont vraiment bons pour gager. Là, je suis allé à telle vitesse juste avec leur perception de l'effort sur des tapis roulants, par exemple. Mais il y a quand même le doute, moi, je trouve. Puis c'est ça, fait que toi, tu sais, moi, je suis assez serein. Mais c'est que toi, en ce moment, tu fais piste. Juste une fois par semaine, c'est ça. C'est ça. Puis dans le Canyon. Mais ouais, ok. Ouais, puis tu sais, je suis un peu, je pense que mon coach disait toujours que je suis un peu une horloge atomique, là, dans le sens que tu m'enlèves ma montre, puis tu me dis de faire des 400 mètres en tel temps ou des 1000 mètres en tel temps, puis je vais tomber directement dessus. Ouais. Puis on a déjà fait les tests à plusieurs reprises, puis on le fait encore souvent. Puis fait que je pense que je me fais confiance aussi en termes de rythme. Ouais, je pense que c'est quand même, c'est une de tes forces quand même. Ouais, je pense que ça va bien. Ouais. OK. Puis c'est ça, là on va répondre enfin à l'autre partie de la question. Donc c'est quoi ton taper pour le marathon? Donc le taper, en fait, pour moi le taper avant mon marathon, c'était de faire un test la semaine d'avant. Donc on avait fait un test, on avait fait le 6 km cross de McGill pour voir comment je me sentais, puis juste pour avoir des sensations de course, puis avoir la hargne si on veut, avoir le goût de compétitionner puis d'attaquer fort. Puis finalement, ça s'était vraiment bien passé. Fait que 8 jours avant le marathon de Montréal, j'avais fait une compétition qui était courte en cross avec quand même beaucoup de montées puis de descentes. Puis dans cette compétition-là, finalement, j'avais donné un bon effort puis je m'étais senti bien. Fait que finalement, ça m'avait donné confiance pour le marathon d'après. Puis dans les jours qui ont suivi, c'est sûr, on a pris vraiment relax. Fait que généralement, on a une séance de piste le mardi avant la compétition. Puis le jeudi, là, on est vraiment on fait comme des accélérations, si on veut. Fait que peut-être 6 accélérations, 8 accélérations, avec un échauffement normal, puis on fait pas de séance en tant que telle.
Puis, on diminue juste vraiment beaucoup l'entraînement avant la compétition. Mais fait que, mettons, on essaie de... Fait que là, c'est 2-3 semaines que tu commençais le taper? Ben, le taper, moi, c'est plus 2 semaines. 2 semaines, ok. Puis ben, c'est normal parce que si c'est 1 mois et demi ton entraînement, ben tu peux pas avoir un taper de 4 semaines, là, mettons. Sinon, t'as juste 2 semaines d'entraînement. Puis, fait que c'est 2 semaines, fait que tu réduis la 2 semaines avant, mettons, tu réduis un peu ton volume. T'es à quoi? D'habitude, t'es à quoi, toi? Dans le fond, c'est ça, là, on augmente d'année en année, fait qu'il n'y a pas vraiment d'habitude. Mais mettons l'année dernière, j'étais à 170 à peu près avant le marathon de Montréal. Ok. Puis là, après ça, t'as réduit. Ouais, c'est ça, là, on a réduit peut-être à 110, je te dirais, 2 semaines avant. Ouais. Puis la semaine avant le marathon, on était peut-être à 70 à peu près, 80. Ça. Fait qu'on a quand même substantiellement réduit là, pour la semaine avant. Puis en termes d'intensité aussi, on avait réduit. Par exemple, dans la première séance de piste, c'est sûr, on faisait moins d'intervalles, si on veut. On faisait moins moins de blocs. Mais on faisait aussi des blocs qui étaient à un rythme de marathon plutôt que des blocs, par exemple, à un rythme plus rapide. C'est ça, tu te pratiques à courir à la vitesse que tu vas courir. À le sentir, exact. Ça, je trouve que c'est important. Ouais. Parce que tu peux t'entraîner à faire de telle vitesse puis telle vitesse, mais tu sais, si tu t'entraînes pour un marathon, selon moi, la grande majorité de tes efforts devraient être environ efforts de marathon ou peut-être demi-marathon, mais t'es autour de ça. Puis je trouve des fois... Il y a du monde qui pense pas trop à ça, mais selon moi, tu deviens bon à ce à quoi tu t'entraînes. Ouais. Puis en contrepartie, on a regardé un peu les tapers que je faisais avec mon entraîneur, puis on réfléchit aussi à le modifier un peu parce que on se rend compte que quand je prends des trop gros tapers, je performe pas si bien que ça. Ouais. On dirait que tu dois être similaire. Là. On est quand même habitué à un certain volume d'entraînement, puis à encaisser dans notre corps, avec notre corps. Puis finalement, si on prend un trop gros taper, on est comme trop reposé, puis on n'est pas nécessairement dans un niveau optimal de performance. Fait que, c'est juste de trouver la ligne fine, si on veut, qu'on doit encore un peu ajuster. Fait que de diminuer, mais pas trop, puis de ne pas arriver avec des jours de repos alors que tu n'es jamais habitué de prendre des jours complets de repos. Fait que nous, par exemple, le plus bas qu'on baisse avant une compétition, c'est comme 25 minutes ou 30 minutes de jog la veille. Mais tu vas quand même faire le jog. On va quand même faire un jog, tu sais. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu particulier. Souvent, je fais une journée off avant. Ouais. Juste la journée avant? Ouais, des fois, là. Si ça fonctionne, ça fonctionne. C'est ça. Mais c'est drôle, souvent je dis ça au monde, puis là, c'est comme... What the... tu sais, comme... Parce que t'as le stress, tu te dis, ben là... Tu sais, faut réveiller les jambes, c'est quoi? Sinon, elles vont disparaître. Ce qui est dangereux, en fait, je pense, c'est quand tu fais ton taper, puis que tu te sens reposé, puis là, tu veux aller trop vite. C'est ça qui est le danger, en fait. Puis c'est ça qu'il faut faire attention. Puis... Tu te sens tellement bien, tu viens de passer de 160 à 110 ou 110, t'es comme, les jambes sont fraîches. Puis... Finalement, le rythme de récupération que tu devrais faire chez toi, tu le ferais 15 ou 20 battements par minute trop élevé, puis là, c'est là que ça devient... Tu fais pas vraiment ton taper. C'est pour ça que la semaine avant les compétitions, pendant mon taper aussi, ce que je fais vraiment attention, c'est d'essayer de suivre ma montre qui me donne mes fréquences cardiaques. Normalement, je les regarde quasiment jamais, puis c'est pas quelque chose qui est important pour moi, puis je fonctionne vraiment aux sensations. Puis ça fonctionne très bien, mais dans le taper, la semaine avant, j'ai vraiment de la misère à me suivre à mes sensations parce qu'elles sont trop bonnes. Fait que j'utilise ma montre, puis là, ça me permet de rester dans les zones de fréquence cardiaque qu'il me faut, puis de réussir à me ralentir si on veut. Ouais. Puis tu disais, juste pour récapituler, fait que là, des 2 semaines, fait que là, on descend le volume, puis aussi tu disais, 2 semaines avant, tu ferais combien d'entraînements? 2 semaines avant, mais là, je ferais, comme là, cette année, c'était particulier, puis j'ai juste fait un marathon, mais vu qu'on a fait une compétition la semaine d'avant, on a juste fait un entraînement de piste. C'était une semaine avant? Ou c'était 2 semaines? C'était une semaine avant le Cross de McGill, si je me souviens bien. C'était 8 jours, il me semble. Juste avant le marathon? Ok, exact. Fait que vu que c'était une semaine avant, on avait juste fait une séance de piste avant le Cross de McGill. Puis avant le marathon de Montréal, on a juste fait une séance de piste. Ok, fait qu'une à chaque, mais techniquement, le Cross de McGill, ça compte comme un entraînement, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'était comme un entraînement, mais on avait fait un taper quand même, parce que, tu sais, c'était pas un gros taper, mais on l'a fait quand même. Parce que dans le fond, ça faisait partie du taper du marathon qui venait la semaine d'après. Puis à McGill, t'avais quand même bien fait, je pense. Oui, j'avais bien fait. Je pense que le parcours était un peu différent cette année, là, parce qu'il y avait eu de la construction, mais c'était quand même un record de parcours. Puis j'avais fini premier, fait que j'étais content. J'avais mis mon argent sur toi. Oui, dans le fond, là, là on va commencer à achever ça. D'abord, je voudrais savoir, c'est quoi tes prochains objectifs? Là? Donc là, on a un 3000 mètres intérieur en février, qui est le Boston Valentine Invitational à Boston. Après ça, on a le demi-marathon de New York, qui est le 19 mars à peu près. Je ne sais plus la date exacte, mais à la mi-mars. Puis en avril, on va essayer de faire un bon steeple en Californie.
En mai, on va sûrement faire un peu de piste, fait que sûrement un autre steep puis un 5000 mètres. Le championnat canadien de 5000 mètres, de 10 000 mètres, en juin. Championnat canadien de steeplechase début juillet, puis après ça, on enchaîne le marathon pour jusqu'à la préparation de la qualification olympique. C'est une progression graduelle. On monte un petit peu. Ouais. As-tu des objectifs de temps? Ben, c'est sûr que cette année, l'an passé, j'ai eu un peu un problème de fer, puis j'ai pas nécessairement eu les résultats que j'aurais voulu avoir. OK. Comment ça? Ben, c'est ça, tu sais, je t'en ai déjà parlé. À l'extérieur, j'ai fait une transition pour devenir végétarien plus sérieusement, puis c'est sûr, avec le stage aussi, ça a été quand même difficile. T'avais commencé ça quand? Ben, dans le fond, ça fait déjà à l'été, si on veut, 2017. OK. Ouais, puis tu sais, avec le stage aussi, ça n'a pas été facile. Fait que finalement, j'avais pas nécessairement le repos que je devais avoir. Fait que je pense que j'absorbais pas aussi bien le fer que j'aurais voulu. Mais là, j'ai eu des prises de sang avec le fer qui n'a pas été optimal en avril dernier. Fait que c'est sûr, ma saison d'été n'a pas été comme j'aurais voulu, mais ça se replace de plus en plus. Puis là, mes prises de sang sont revenues normales. Fait que c'est parfait. Tu prends des pilules ou tu as changé ton alimentation? J'ai dû prendre en fait des suppléments en fer pendant quelques mois. Puis jusqu'à temps qu'on ait une prise de sang où on va être vraiment bien, là, on va arrêter de les prendre. Puis, moi aussi, je suis là-dessus. Chacun, végétarien. On fait de notre mieux, mais tu sais, c'est pas parfait. Fait que c'est sûr que. Puis tu sais, je veux dire, l'important, je pense, c'est d'avoir des bonnes recommandations d'un médecin, puis de pas juste le prendre comme ça aléatoirement. Fait que moi, tu veux pas overdoser sur le fer, c'est ça. Moi, je suis suivi par une médecine sportive, par l'Institut national du sport, puis ça aide vraiment au final, parce que je pense qu'on aurait dû faire des prises de sang un peu plus tôt pour pouvoir vérifier mon taux de fer, puis être certain que tout était beau, mais tu sais, maintenant, on est au courant, fait qu'on est certain que ça va être mieux pour l'an prochain. Fait que là, j'ai des objectifs un peu plus élevés, je te dirais, pour l'été prochain, parce que forcément... Tu sens que tu avais ça qui te limitait quand même. Je sens que, tu sais, j'étais prêt à faire des bonnes performances, mais que j'ai pas réussi à les livrer. Fait que pour l'été prochain, c'est sûr que je pense que comme toi, je vais essayer de faire sub 30 sur 10 kilos, puis ce serait quelque chose qui serait cool qu'on réussisse à faire. Ça fait longtemps que... Moi, ça fait 3-4 ans qu'on veut... Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est dans la mire. Sur demi-marathon, j'aimerais ça améliorer mon temps. Fait que si on est capable de voir le 1h05, ce serait exceptionnel, mais tu sais, on veut améliorer le temps. Fait que là, on verra ce que ça va donner. Sur 3000 mètres, c'est sûr que là, j'étais à 8,27. Si on veut descendre en bas du 8,20, ça commencerait à être cool. Puis marathon? Ben, marathon, là, c'est sûr que il y a la qualification olympique. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi le standard canadien qui n'a pas encore été publié. Sûrement autour de 2,18, 2,17. Je pense que ça va être soit 2,18 ou 2,16, mais c'est sûr qu'on va essayer de le faire. Fait que si c'est 2,18, moi, je pense que ce serait possible. Je pense qu'on a peut-être 20% de chance ou 15% de chance de réussir. Je pense qu'on a une chance de réussir, mais l'important pour moi, c'est pas de réussir ou pas, c'est d'avoir mis 100% de mes chances dans mes 20% de chances de réussir. C'est souvent ça que mon coach disait, tu veux pas être 10 ans plus tard puis dire j'aurais pu plus si j'avais fait ça. Fait que moi, je veux me créer les conditions qui sont optimales, puis ça, il y a beaucoup de discussions avec mon bureau pour réussir à comme optimiser la cohésion, puis ça, c'est parfait comme ça. Ils te supportent quand même. Ils me supportent vraiment beaucoup. Ils comprennent que tu dois faut que tu ailles là, faut que tu ailles là, faut que tu ailles. Puis ils comprennent aussi qu'il y a un lifespan à la performance olympique, dans le sens que, tu sais, il y a des bonnes années pour le faire. C'est ça, tu pourras pas le faire plus tard. Quand j'aurai 50 ans, ça serait fini, tu sais. Fait qu'au final... pas 40 ans. Non. pour finir l'année, si on veut, on veut essayer de faire un bon temps sur le marathon. Puis c'est dur aussi de spéculer sur le temps que tu veux faire, parce que tu peux arriver le jour de ton marathon, ça fait des mois que tu t'entraînes, tu es super prêt, mais il fait super chaud cette journée-là, puis finalement tu fais 5 minutes de plus que ce que tu as. Non, mais disons qu'il y a des bonnes conditions. Disons qu'il y a des bonnes conditions, j'aimerais ça aller en bas de 2,20, mais l'objectif qui est dans la mire, c'est de faire le standard olympique. 2,18. Selon ce que ça va être. Ça va être costaud, mais je pense autant que toi puis moi, si on a une vraiment bonne année, on est capable de le faire. Tu te mets un objectif. Faut pas que tu te mettes un objectif que tu serais pas entièrement satisfait avec. Tant que tu restes réaliste, là, mais je pense pas que c'est irréaliste. Mélanie Mirand, elle a tellement fait un bond exceptionnel avec son récent marathon. Elle a retranché 5 minutes, je crois. Un temps qui était déjà exceptionnel. 2,39 à Toronto, que c'était exceptionnel. Elle était même plus émue que quand elle passait à 2,34. Elle a passé puis elle a dit là, j'étais en larmes dans les bras de John. J'en reviens pas. Puis après ça, elle a réussi, malgré toute la folie de ça, qu'elle était tellement heureuse. Avec ça, 2,39, puis elle a réussi à enlever 5 minutes à ça. Je pense que sur le marathon, c'est sûr que ça a l'air beaucoup 7 minutes. Puis c'est long, c'est vrai, mais c'est possible. Il y a un très gros range là-dedans. Un marathon, c'est aussi les conditions. Montréal, je sais pas si...
température, on a été chanceux, on a été gâtés. Ouais. Côté température. Mais côté côte, c'est pas honnête, idéal. C'est ça, le marathon de Montréal, c'est pas le marathon le plus rapide. C'est pas idéal. Puis côté, comme avoir du monde avec qui courir, tu sais. Comme je sais que t'étais un peu avec la rouge. Comment c'est passé ta course? C'est bien passé. Avec Anthony, c'était vraiment le fun. Puis on était avec beaucoup d'autres coureurs, en fait. On était comme 10 coureurs ensemble. Okay. Ceux qui faisaient le demi. Ouais, exact. Pour les 15 premiers kilomètres, on était ensemble. Puis là, ils ont un peu accéléré parce que forcément, ils faisaient un demi-marathon puis ils kickaient plus fort à la fin. Ouais. Mais pendant un bon 15 km, je te dirais, on était un pack d'une dizaine de gars. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis justement, il y avait une belle cohésion, en fait, dans ce pack-là. C'est ça que j'ai trouvé exceptionnel. C'est que vu qu'on était tous des coureurs du Québec, on dirait qu'on s'est vraiment entraîné. Tu sais, à chaque fois qu'on avait des points d'eau, des points on pouvait prendre du Gatorade, on se le passait entre nous, on se passait des gels entre nous pour s'entraider. Puis on s'échangeait de position pour se couper le vent, puis c'était juste tellement nice. Puis à partir de 1 km avant le demi-marathon, la moitié du marathon, là j'ai commencé à accélérer, puis Anthony est resté plus en arrière. Puis là je sentais que j'avais des ailes, je me sentais super bien, puis c'est peut-être parce que j'ai fait plus de demi-marathon. Puis là, je me sentais tellement bien. J'accélérais, je te voyais en avant, je te rattrapais. Puis là, 33e kilomètre, boum, un gros mur. Puis là, j'ai vraiment ralenti. Je t'ai vu partir tellement plus loin en avant. Anthony m'a dépassé. Et quel kilomètre, excuse? 32, 33 à peu près. Okay, ouais. Puis c'est là que vraiment... Ok, tu me voyais encore? Ouais, ok. Ouais, je te voyais, puis je te rattrapais en fait. Oh shit. Puis moi, je me disais, mon but, c'est de te battre finalement. Ouais, mais il me disait 1 minute. À un moment donné, le gars, il me disait, il est 1 minute derrière. J'étais plus loin que ça avant, tu comprends? Finalement, ça allait vraiment bien, mais ouais, j'ai tapé un mur. Le bon mur, qu'on parle du marathon, là, je l'ai bien tapé. Là. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve aussi ce qui est... au début, j'ai pas l'impression que c'est ça le plus important d'avoir un groupe. Je pense que c'est à la fin. Ouais. Puis au milieu, parce que c'est là que c'est le plus dur. Puis c'est la même chose dans un entraînement. Quand t'es en train de crever, puis là, tu te dis, OK, je vais le suivre, je veux pas le dépasser. Je veux pas qu'il me largue, là. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va faire une différence. Puis possiblement à Toronto, que là, t'auras plus de monde. Ben oui. Puis ça va être plus plat. Puis c'est ça que moi, je visais avec Rotterdam. Là, on va avoir il y aura tellement de coureurs plus rapides que moi. Puis une gang qui vont être autour de moi. Mes temps que je pourrais... fait que c'est ça. Mais c'est... Ouais, c'est le mur, là, t'as beau être bien entraîné. C'est ça, peut-être qu'un mois et demi, c'était pas optimal. Peut-être que tu le frapperas moins fort quand t'auras un plus long build-up. Mais c'est ça, moi aussi, je te dirais, moi aussi, j'ai quand même senti, là, tu sors du parc Jardin botanique. Exact, Jardin botanique, c'était exactement là. Le Jardin botanique, là, t'avais aucun spectateur, t'étais juste tout seul, tu tournes un couple, là, t'es comme... Puis là, après ça, t'as la côte. Tu reviens, j'ai oublié c'est quoi le nom de la rue. Ouais, c'est un faux plat. Mais c'est un faux plat. Puis après ça, t'as moi, des fois, j'ai couru dans ce coin-là. Puis je l'avais jamais remarqué tant que ça. Je cours. Puis peut-être que je suis habitué au Mont-Royal. Mais là, je l'ai senti. J'ai vu la côte. J'ai fait. Puis là, en plus, il fallait que je prenne un gel. Puis j'étais comme. Elle m'a frappé, là, cette côte-là. Puis... Tu parles dans le coin du parc Maisonneuve? Juste après, c'est ça. Juste quand tu sors du Jardin botanique, puis là, tu reviens pour revenir vers le P9. Ah ouais, costaud. C'est surprenant, mais à Montréal, on a quand même du dénivelé. Là. Ouais. C'est pas une course avec un dénivelé de 3000 mètres, là, mais tu le sens quand même sur un marathon. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a l'avantage de la foule, d'avoir ton monde. Ça a été exceptionnel. Mais oui, il y avait des amis à moi qui étaient partout sur le parcours, à différents endroits, puis qui m'ont encouragé. J'ai trouvé que ça a vraiment fait une différence. Ouais. Ça prend ça. Là, dans les derniers, j'avais comme quelqu'un en vélo qui gueule, ah ouais, genre, let's go. Puis là, les jambes répondent plus. Là. Les jambes, tu te dis, va plus vite. Puis c'est ça, comme même chose que toi, c'est plus le cardio, là, c'est juste les jambes qui suivent plus. J'ai l'impression que ça prend l'entraînement pour ça. Il faut que tu t'entraînes à courir avec les jambes vides. Puis hopefully, ça va être mieux. Mais je te souhaite que toi aussi, ça fonctionne cette année. C'est sûr que... Merci, toi aussi. Puis j'ai hâte qu'on recroise le fer. Probablement au championnat canadien de 10 000 mètres. Je sais pas si possiblement. Je sais pas, c'est pas sûr. Mais c'est un peu loin. Puis je fais déjà des voyages. Fait que ça. Tu sais, veux pas. Malheureusement, c'est pas une. Je me consacre à la course, mais en même temps, ça coûte de l'argent, puis je suis étudiant en maîtrise. Fait que... Je me souviens quand on était revenu du championnat canadien de 10 000 mètres à Toronto ensemble, dans la voiture de ma grand-mère, ma conjointe, on était vraiment coincés avec Mélanie Lira. C'était trop drôle. Avec tous nos bagages, c'était parfait. C'était bien. On a bien fait. On a bien appris à se connaître demain.
Dans une petite auto. On s'est bien rapprochés. coincée. Ouais, on s'est rapprochés physiquement, en effet. Mais ouais, c'est ça. Peut-être pas, mais en tout cas, on se souhaite des bonnes performances, puis de se recroiser.